Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Je suis Maxime Frémaux et aujourd'hui je reçois Jimmy Turgis, ancien coureur professionnel et désormais entraîneur. Ensemble, nous allons aborder différents sujets de l'entraînement, l'accompagnement des athlètes et la relation entraîneur-entraîné. Bonne écoute. Salut Jimmy, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Salut à tous. Bon, du coup, première question, question entre guillemets obligatoire, tu peux te présenter en quelques minutes? Oui. Je m'appelle Jimmy Turgis, j'ai 31 ans et je suis ancien cycliste professionnel. J'ai été cycliste professionnel pendant 6 ans. J'ai connu différentes équipes, Roubaix Île Métropole, une continentale, puis ensuite en Conti Pro, Cofidis et BNB Hotel. Donc ça, c'est mon parcours sportif. Et ensuite, en parcours scolaire, j'ai fait Bac S, puis après j'ai fait une licence STAPS à Évry et un master STAPS à l'INSEP, où j'ai baigné un peu dans le milieu de la recherche avec des gens de renom, on va dire, comme Anaël Aubry et Yann Lemeur. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. J'ai arrêté ma carrière suite à des problèmes de santé et du coup j'ai basculé sur ma deuxième passion, là, l'entraînement. Et donc j'ai été entraîneur pour BNB Hotel pendant 2 ans et là maintenant à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Mais du coup, je crois que de mémoire, tu avais fait ton master en même temps que ta carrière pro. Ouais, c'est ça. Toutes mes études, j'ai fait pendant ma carrière. Donc, la licence, c'était à cheval sur mes années à Nogent-sur-Oise en amateur. Et après, mon master, il s'est terminé en 2015. Donc, c'était pendant une année et demie, voire 2 ans quand j'étais à Roubaix. Ouais, donc là, assez chargé entre les cours plus double projet complètement. Ouais. En plus, ce qui était difficile. Donc, autant en licence, c'était assez facile parce que j'avais pas mal de passe droit via mon statut de sportif de haut Ouais. niveau sur les listes ministérielles. Donc, pour faire simple, en gros, si j'étais absent, Oui, il n'y avait pas de problème. c'était justifié. Donc après, c'était juste à moi de rattraper les cours, de bien prévoir si j'étais absent à un partiel pour le passer en décalage et tout ça. Et à l'inverse, le master, c'était pas du tout comme ça. Le master, c'était à l'INSEP. Donc c'était fait à la fois pour des sportifs et des non-sportifs. Donc tu avais le droit qu'à une absence par trimestre. Donc là, par contre, il fallait que je sois présent tout le temps. Par chance, j'avais le vendredi après-midi, on n'avait pas cours. Tous les autres journées, c'était blindé, Ouais. mais le vendredi après-midi, pas cours. Donc ça me permettait de partir en course sans louper de cours, quoi. Mais non, c'était pas facile parce qu'en plus c'est à Vincennes, donc les bouchons le matin, quand tu Ouais. 8 heures, comme quelqu'un qui travaille, finalement, il fallait se lever hyper tôt pour arriver là-bas à l'heure. Donc non, c'était pas facile de concilier les deux. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est le double projet. Souvent, les jeunes, on passe pro, on est dans une DN, on met de côté les études, sauf que si ça dure 2 ou 3 ans, tu vois, toi, tu as eu des problèmes de santé, donc entre guillemets, pas de chance, mais tu as pu rebondir en étant encore dans le milieu par ton autre passion, et c'est grâce à ça, tu n'aurais pas fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à 28, 29 ans, tu reprends les cours, tu te retournes en licence ou master? Je pense que c'est compliqué quand tu as connu le monde pro et te dire, je retourne sur les bancs d'école. Ouais, non, c'est exactement ça. Alors après, je sais qu'il y a pas mal d'aides pour les sportifs qui arrêtent, hein. Moi, j'ai pu bénéficier voilà, d'aides financières quand j'ai perdu ma licence, aide à la formation aussi avec la FFC, le NCP et tout ça. Donc ça peut aider à reprendre, mais c'est sûr qu'il vaut mieux le faire avant. Moi, j'étais passionné par le sport de toute façon et l'entraînement. Donc déjà en parallèle de mon parcours sportif, j'entraînais déjà mes frères, j'entraînais certains jeunes de l'US Métro, le club de mon papa. Donc c'était déjà un peu en moi, quoi. Donc forcément, quand j'ai arrêté, c'était déjà prévu dans ma tête que le jour où j'arrêtais, je passais entraîneur, sauf que j'avais prévu ça pour 35, Ouais, 37 ans, quoi. Et que ça s'est avancé de plusieurs années, mais c'était mon projet de vie un peu. Donc, ouais, t'es dans l'optique avant de passer pro, tu pensais déjà à être entraîneur. ouais. Et du coup, quand tu étais dans les équipes pro, tu avais un entraîneur ou tu t'entraînais solo? J'ai tout fait. Alors, je me suis entraîné solo, entraîné par l'entraîneur de l'équipe, et après j'ai eu différents entraîneurs aussi à travers les différentes équipes. Et c'était toujours un peu compliqué pour moi parce que à la fois quand je m'entraînais tout seul, j'avais du mal à prendre assez de recul pour être vraiment pertinent dans mes entraînements. Je voulais toujours en faire plus. J'écoutais pas mes Hmm. sensations. J'essayais de planifier à l'avance, mais je respectais pas le plan, quoi, puisque j'avais personne qui venait me Ouais. dire ou voilà. Et à la fois quand j'ai eu d'autres entraîneurs, des fois il y avait des visions qui collaient pas. Donc soit ils étaient à l'écoute et ça matchait, soit des fois je me disais bon je vais faire un peu mon truc de mon côté en Ouais, plus. trop, et puis t'étais trop curieux, tu maîtrises trop le côté perf, donc du coup tu te dis, bah pourquoi il me fait faire ça aujourd'hui? Ouais, c'est Et- ça. Puis vu que j'étais quelqu'un j'ai toujours considéré que j'étais pas très fort, donc il fallait que j'en fasse beaucoup pour essayer d'être fort, quoi, d'être plus fort. Ouais. Et c'était peut-être pas en adéquation avec le moteur que j'avais. Je voulais vraiment faire de trop et j'étais pas capable de l'assimiler.
Mais ça, j'avais peut-être du mal à le comprendre. Et donc, même l'entraîneur, quand il me disait, bah là, on va se reposer, je lui disais, ah non, 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 faut y aller, faut Ouais, y non, aller. c'est le souci du toujours plus, en fait. On a Exactement. du mal, et ça, je pense que peu importe les athlètes, que tu sois pro ou amateur, on a toujours tendance à se dire, bah, si je remets une séance de plus, ça va être bénéfique. Ouais. Et la journée de repos, bah non, mais en fait, je suis bien aujourd'hui. Pourquoi il veut que je reste à la maison? C'est pour ça, ouais, c'est pour ça que c'est important d'être vraiment dans un échange avec l'athlète pour apprendre à le connaître, savoir si c'est quelqu'un qui a tendance à en faire de trop, quelqu'un qui a tendance à pas s'écouter, ou à l'inverse, quelqu'un qui s'écoute de trop et qu'il va falloir tirer vers le haut, et avoir après certains repères chiffrés pour l'aider et lui faire comprendre certaines choses, quoi. C'est sûr que Ouais, quand tu peux légitimer, que tu lui dis, bah non, tu sembles fatigué parce qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque pour une même intensité d'effort, lui, ça va lui parler, il va se dire, ah ouais, c'est pas Jimmy qui croit que je suis fatigué, il y a des chiffres qui le montrent, ouais, ouais. donc peut-être qu'il faut que je récupère. Et ça, peut-être que je pense que c'est l'une des clés pour faire comprendre à l'athlète quand il doit bosser et quand il doit peut-être récupérer. Non, ça ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que c'est plus dur de freiner un athlète que de le faire rouler plus. Quand t'as un Mais athlète qui fait rouler plus, bah, tu rajoutes la fréquence d'entraînement, tu enlèves des jours de repos, entre guillemets, c'est facile. Par contre, le mec qui est habitué à borner, à rouler fort, le faire freiner déjà, de te dire, bah, moi j'ai eu un coureur qui me disait, bah, quand il rentre en dessous de 30 de moyenne, tu vois, il est frustré. ouais. Alors que pourtant, il a fait ses 3 heures, etc. Mais frustré, tu vois, il me dit, ah non, mais je bourrine pas assez. Ouais, Alors, non, mais enfin, on a tous des exemples comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, moi qui avais tendance à en faire de trop quand j'étais coureur, quand j'ai un athlète qui veut toujours en faire plus, bah, c'est un peu ma fibre oui, sentimentale. oui, oui, Non, je me dis, je peux pas le freiner alors que moi-même, ce qu'il me dit, je l'aurais fait, quoi. Quand je mets 3h30 et qu'il me dit, est-ce que je peux le pousser à 4, je me dis, putain, moi, coureur, j'aurais poussé à 4 s'il faisait beau, machin et tout, quoi. ouais, ouais. Donc, j'essaye de quand même lui dire, bah non, 3h30, machin et tout, mais euh, ouais, je pense Ouais, que puis, vraiment la communication avec l'athlète pour apprendre à le connaître, comme tu dis, le gars qui roule tout le temps à 32 de moyenne, essayer de lui faire comprendre qu'il y a certaines choses, certaines adaptations qui se passent à basse intensité, qui sont importantes, peuvent lui être bénéfiques, et donc il faut que petit à petit il apprenne à rouler doucement, quoi. non, mais oui, c'est clair. Voilà, il y a plein de possibilités, plein de leviers, et vraiment individualisé. Moi, je suis pareil que toi. L'athlète, je leur fais comprendre aux coureurs que j'entraîne que si c'est prévu 3h30 et qu'ils rentrent avec 3h15 ou 3h45, en soi, c'est pas un problème. Parce que je veux pas qu'ils deviennent des machines ou esclaves du programme d'entraînement. Il faut aussi qu'ils aient cette liberté d'aller rouler, le plaisir. À côté de ça, c'est sûr qu'une journée de repos, qu'ils aillent pas faire 5 heures. Tu vois, le côté toujours plus d'en rajouter où, bah, aujourd'hui, c'est de la récup et le mec va se faire toutes les montées du coin à PMA. Tu vois, il y a cette nuance-là. Par contre, oui, sur le, entre guillemets, chrono, etc., voilà, on a cette liberté-là. Mais oui, c'est sur plutôt la distribution des intensités où il faut bien essayer de leur faire comprendre que il y a des choses qu'on peut faire et d'autres un petit peu moins. Non, mais c'est exactement ça, faire preuve de flexibilité parce qu'on n'est pas des machines. Donc, moi, je leur explique tout le temps que si on prend une semaine, il y a une charge globale sur la semaine. Du moment qu'elle est respectée, c'est quasiment le Mm. plus important. Et le jour où il pleut à torrent et que le lendemain il fait beau, s'il faut switcher 2 séances, on Oui, le bah oui, fait. On n'est pas bête et borné à dire non, 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 tu peux les faire sous c'est la clair, flotte. c'est clair. Donc non, mais encore une fois, ça revient à la communication qui est hyper importante et c'est pour ça que je crois beaucoup euh, au modèle entraîneur-entraîné et un peu moins au modèle maintenant avec toutes les applications qu'il y a pour préparer des séances d'entraînement qui sont soi-disant à l'écoute du coureur. Ouais, Pour ouais. moi, l'aspect communication et social de l'entraînement, c'est un aspect indispensable et c'est ça qui fait vivre à la fois l'entraîneur et à la fois l'entraîné. Ouais, tu vois, c'est clairement ce que moi je dis aux coureurs avec qui je travaille. La relation entraîneur-entraîné est importante, relation de confiance. Faut pas avoir peur de dire quand ça va pas ou quand ça va. Et tu vois, ok, c'est bien sur Nolio, on a la perception de l'effort, le RPE, ok, c'est top, ils rentrent de la séance. Mais côté observation, c'est aussi important parce que je ne suis pas dans leur tête ni dans leurs jambes, je ne sais pas ce qui se passe. Tu vois, la séance, elle peut être bien. En termes de chiffres, elle va être super bonne. Mais à côté de ça, le mec, il peut dire, ouais, ça a été dur à maintenir les watts tout au long de la séance. Et 3 jours après, il va refaire la même séance, il va te dire, non mais attends, il y a 3 jours, j'étais cramé, aujourd'hui, je vole. Mais sauf que s'il me dit pas ça, je lui dirais, bah tiens, à data compa identique, ah ouais, mais la perception, la fatigue va être complètement différente. Donc oui, aujourd'hui, on a beau peut-être mesurer la fréquence cardiaque le matin, les watts sur chaque sortie, on pourrait, admettons, faire la lactatémie. Ce qu'on ne sait pas, c'est la perception de la personne. Il y a que lui qui peut chiffrer ça entre guillemets et nous dire ces observations-là. Ah oui, 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 non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est toi, peut-être qu'on en reviendra après sur comment je fonctionne avec les athlètes, mais c'est d'avoir un message, un petit WhatsApp, ça va vite, au moins sur les C'est ça. séances importantes, sur comment ça s'est passé, quoi.
Parce que on prend l'exemple typique de la sortie d'entraînement typique d'un cycliste, le 30-30. Si le gars, tu lui dis de le faire à intensité fixe, qui doit être à PMA, ça se trouve, il sera pas à PMA. Il va te faire les watts que tu lui as demandé, mais il sera peut-être pendu. Ouais, Il c'est va clair. pas pour les faire. Toi, tu as les chiffres, tu vas dire, ah, il a bien tenu les chiffres que je lui avais donnés, machin, c'est nickel. Mais lui, si t'envoies pas un message en disant, ouais, Jimmy, j'ai tenu les watts, mais j'étais à fond de chez à fond, alors que logiquement, ces watts-là, je suis pas à fond, bah, toi, ça te donne déjà un signe. Ouais, bah oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Et si t'as pas ça, bah toi, exactement comme tu as dit, tu vois les chiffres, tu vas lui mettre super séance, les watts sont bonnes, le cardio est bien monté, machin, patati patata. On reste comme ça, alors que le mec, il est peut-être déjà un peu comme Ouais, ça. mais c'est clair. Je te rejoins complètement sur le côté com. Tu vois, moi, WhatsApp avec les coureurs, c'est mon outil principal. Et je leur dis, mais il n'y a pas de. Je cherche pas, tu vois, il y a des entraîneurs qui se disent, on s'appelle une fois par mois. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je dis, on a WhatsApp, on peut faire des messages vocaux, des messages écrits Exactement. au quotidien. Pas forcément besoin de s'appeler parce que je dis, si tu as une question à l'instant T sur ton entraînement, pose-la tout de suite parce que je dis, si l'appel est prévu dans 3 semaines, déjà, ta question, il y a de très fortes chances que tu l'oublies. Donc, tu vas aller faire un entraînement avec une question que tu n'auras pas la réponse. Et je dis, pose la question au quotidien. Je dis, en fonction, tu vois, j'écoute le vocal, ça me laisse le temps. Ok, j'ai besoin, c'est dans l'urgence de répondre parce qu'il va rouler dans une demi-heure, il veut la réponse. À côté de ça, c'est une question globale sur son entraînement. Je peux prendre le temps de répondre dans l'après-midi, ça changera pas sa séance du jour. Du coup, ça leur permet d'avoir un échange quotidien. Alors, j'ai des athlètes qui sont très demandeurs, d'autres un peu moins. Il faut leur poser des questions, etc. Mais oui, tu as le côté com qui est vachement important. Oui, moi, c'est exactement ça. Moi, je fonctionne pareil. C'est un petit WhatsApp et puis, comme tu dis, un retour de course où tu vois. Voilà, le débrief. Ah ouais, un vocal, voilà. Ouais, Jimmy, aujourd'hui, tu verras, j'étais super bien, je me fais reprendre à la borne. Parce qu'encore une fois, si tu n'as que les chiffres et un classement, le gars, il va faire 35e. Tu vas te dire, bon, bah, on avait prévu qu'il soit bien, il n'était pas bien. Et à l'inverse, lui, il va te laisser un vocal en disant qu'il s'est fait reprendre à 800 mètres. Ah oui, non, mais c'est clair. Donc, c'est hyper important pour l'analyse, hyper important. J'avais déjà abordé ton exemple que tu viens de prendre sur un ancien podcast sur le côté. En fait, ça vient de la philo sur comment on appelle la perf. Le mec, il peut faire une putain de course, il fait toute la course devant, il se fait reprendre à 400 mètres, tu regardes le classement, il fait 67e, il est le dernier du peloton, il va dire, ensuite tu regardes que le résultat, course de merde, et si tu regardes les data, tu vas dire, attends, ça colle pas, etc. Donc, ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle la perf. Est-ce qu'on parle de perf par le résultat ou de perf sur la course, tu vois, et ça reste, entre guillemets, de la philo. Du coup, ça me permet de rebondir sur ma première question. Comment toi, tu entraînais quand tu étais dans une équipe pro? Comment est-ce que tu avais beaucoup d'athlètes à gérer? Comment tu faisais le quotidien? Est-ce que tu allais sur les stages? Est-ce que tu faisais du testing? Voilà, c'est la question globale. Chez les pros, qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai commencé avec 6 athlètes de mémoire. Vu que ça s'est bien passé avec eux, bah, il y a eu un peu le bouche à l'oreille dans l'équipe. Donc, l'année suivante, je suis monté à 10. Parce que les gars étaient contents. La première année, bah, pour citer ceux qui ont le mieux marché la première année, j'avais Franck Bonamour notamment, Ouais. qui, voilà, je l'entraîne première année, il est super combatif du tour, il fait une super saison, donc forcément, là, ça m'a mis Ouais. une lumière dans l'équipe. L'année d'après, tout le monde veut être super combatif, donc Voilà, exactement. Puis l'année d'après, bah, j'ai Axel Laurence, j'ai Pierre Barbier, j'ai toujours Franck qui marche bien, les Cyril Barthes. Donc c'est vrai, quand tu as 4-5 éléments forts de l'équipe qui sont avec toi, bah, il y en a beaucoup qui veulent venir avec toi. Donc c'est pour ça que mon pool d'athlètes a augmenté. Et après, au quotidien, bah, c'était toujours planifier l'entraînement, euh, suivi de le monitoring, donc analyse quotidienne de leurs séances, retour sur leurs séances, planification annuelle, programmation, tout ça. Euh, J'étais également présent sur les stages, donc pareil, les stages, fallait les encadrer, donc souvent je traçais le parcours, les exos, les groupes et, euh, et le contenu. Alors ça, je le faisais en lien avec les directeurs sportifs, avec Fabien Rabot qui était le responsable performance, préparation physique de l'équipe, et Anaël Aubry, notre sport scientist. Et donc en fait, j'étais avec tous ces gens-là où moi je travaillais de mon côté, je leur proposais des choses, et après on échangeait pour faire le meilleur programme possible aux coureurs. Et la dernière facette, j'ai passé le diplôme de directeur sportif à l'UCI. Donc j'ai pu me rendre sur certaines courses en tant que directeur sportif entraîneur en ayant les deux ouais. casquettes, quoi. Mais ça m'a permis d'être sur le terrain et de voir voilà un peu les gars aussi bah, en course. Ouais, donc du coup, ouais, 10 athlètes. Et au quotidien, tu utilises une plateforme, pas le choix du coup, ou tu étais encore à l'ancienne avec le fichier Excel. Je faisais les deux en fait parce que j'aime pas être dépendant d'une plateforme. Donc en fait, j'utilisais beaucoup Training Peaks. On a été avec Training Peaks nous avec l'équipe, donc pour l'analyse, pour le retour des séances, pour le chargement des fichiers, les machins. Et par contre, après, moi, je prenais toutes mes données que je rebasculais dans mon fichier Excel
pour avoir ouais, une data analyse, moi, mes Ouais. data pour chaque athlète. Donc après, le fichier Excel qu'on connaît tous avec notre quantification de la charge, les belles courbes, les machins. Ça me servait pas mal quand même pour le suivi un peu cardiaque. Quand le gars se sentait fatigué, je pouvais lui dire, bah tiens, à telle date, tu te sentais déjà fatigué, on était dans la même zone cardiaque. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on lève le pied. Ou à l'inverse, tu te sentais pas bien, mais finalement, moi, tous les signes montrent que ça va. Donc demain, on teste et toi, on peut Ouais, adapter. ouais. Donc c'était surtout pour le suivi, on va dire, fatigue que ça me servait. Et après, oui, le coureur aimait bien, des fois, quand je lui envoyais, il voyait aussi, lui, ses fluctuations de courbe. Il se disait, tiens, c'est vrai, à telle période, je me sentais bien, telle période, je me sentais moins bien. Mais ça demandait beaucoup de temps, le fichier Excel, parce qu'il fallait reporter toutes les données à chaque fois. Donc, sachant que déjà en stage, par exemple, Ah, c'est clair. un stage, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un stage dure 10 jours. Donc, on est à fond pendant 10 jours, du matin au soir. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que je délaissais un peu mon fichier Excel et j'étais vraiment concentré sur Training Peaks, l'analyse, analyse du parcours, la machin. Donc, et quand je rentrais chez moi pour rattraper les 10 jours, bah, tu as 10 athlètes, tu as 10 jours de retard pour chaque athlète. Là, ça te fait un paquet de, Ah, mais c'est clair, tu et c'est vois. là où tu te dis, ouais, il y en a, ils pensent que j'ai que 10 jours, mais toi, le temps que tu rattrapes tes 10 jours, eux, ils continuent à s'entraîner. Donc, t'as toujours le décalage, hein, Ouais, si tu te mets pas un gros coup de boost là sur 2 3 jours, bah après, tu es en décalage et ça sert plus à rien parce que tu vas analyser une fatigue qui sera passée à 5 jours. C'est nul, quoi. Ouais, et pour l'anecdote, j'ai Greg Maillot qui m'a dit que une soirée, t'avais perdu tes datas et il me dit, il a passé la nuit dessus, il en a pas dormi et il dit, il a passé la nuit à rattraper tout parce qu'il y avait eu un bug dans son fichier, il lui manquait des données, donc il s'est dit, je vais pas dormir, je refais mes fichiers. Ah ouais, j'avais fait de la grosse. En fait, je voulais basculer mes fichiers Excel sur mon disque dur pour les sauvegarder. Sauf que j'ai fait la manip inverse. J'ai pris mes anciens fichiers du disque dur, Et t'as j'ai écrasé les uns. basculé et j'ai mis remplacer. Donc j'ai perdu 3 mois en fait. J'étais arrivé, ça devait être début mars, et mes fichiers étaient rendus quoi fin janvier. Et il m'a dit, il a passé, il dit, Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les données, je les note souvent aussi sur Training Peaks, celles que j'ai ouais. besoin. Donc en fait, il fallait que je reprenne le Training Peaks des coureurs, que je renote tout sur mon fichier Excel. Et j'ai passé, c'est simple, ouais, une journée entière, on était en formation à pas manger, machin et tout pour attraper. Et toute la nuit, parce que je dormais avec Greg, pareil, à taper, taper, il m'a vu. Enfin, c'était. Ouais, il m'a dit, parce qu'il m'a demandé un peu comment je faisais. Je dis, mais moi, j'ai tout mis sur iCloud maintenant. Je dis comme ça. Avant, je Ouais, faisais comme toi. À la maison, j'avais 2 disques durs, tu vois. Je mettais tout sur le PC. Et en fait, je me faisais un rappel dans mon calendrier qu'au bout d'un mois, je sauvegarde sur mes 2 disques durs. Donc, j'ai le disque dur principal et la sauvegarde du disque dur. Le problème, c'est que le jour où tu oublies, où tu dis, t'as un des disques durs qui fonctionne plus. Pour X raisons, moi, je me dis, demain, mon Mac ne s'allume plus. Je prends un autre PC, je peux travailler à l'instant T, tu vois. ouais, Alors que les fichiers, en fait, c'est ça, je me suis dit, mais demain, où je perds mon Mac, ou on me vole mon Mac, je veux pas être dire sur Twitter, mettre un message, je cherche mon Mac, j'ai 3 ans de boulot là-dedans, comment je fais pour, tu vois, entre guillemets, je rachète un Mac, je remplace le matos, mais dans tous les cas, je rallume, je peux ouais. rebosser. Et c'est comme ça que j'ai tout basculé sur iCloud aujourd'hui, j'ai plus rien sur clé USB ni rien. Alors je me dis, voilà, demain, Apple arrête. Je pense qu'on sera prévenu à l'avance, tu vois, mais Ouais, pour ouais. les datas, avant j'étais comme toi, en fait, je faisais tout sur fichier Excel, etc. Et c'était un peu la gueule. Voilà, tu te dis, le jour où ta clé ne s'allume plus, ton disque dur, Hmm, t'as perdu tout. hmm. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, donc ouais, 10 athlètes, Training Peaks, ouais, ça te faisait une charge de boulot énorme, quoi. Ouais, et encore, je trouve que j'avais de la chance, c'est qu'une fois que la routine s'installe bien avec les athlètes, qu'ils ont l'habitude de te faire leur retour, qu'ils ont l'habitude de bien charger le fichier à l'heure aussi, parce qu'il y a un ou deux athlètes, toi, qui ont tendance à pas synchroniser tout de suite. Donc, toi, tu es chez toi, tu vois le fichier, il arrive à 22 heures. Enfin, tu Ouais, vois, autant au début, j'étais direct, j'allais sur l'ordi, je l'analysais. Au bout d'un moment, je me suis dit, si le gars, il est pas sérieux à le mettre à l'heure, ouais, moi c'est je pareil, tu mettrai vois. pas mon analyse avant. Donc que je lui file à 23 heures l'analyse ou à 8 heures du matin le lendemain matin quand je me lève. Donc petit à petit, j'ai basculé sur il l'aura demain matin, c'est à lui d'être aussi un peu plus sérieux, de le mettre à l'heure pour l'avoir à l'heure quoi. Et Ouais, de donc toute façon, l'implication du coureur, quoi, c'est, oui, c'est ça. quand tu vois que le mec te met pas ses sorties pendant 2 jours, voilà, c'est que soit entre guillemets, il a pas envie ou il s'en fout. Donc du Mm. coup, est-ce qu'il a besoin du retour si tu vas pas lui rappeler 3 fois si c'est à eux d'être partie prenante de leur performance. On va Oui, pas c'est les, ça, c'est on va ça. pas les prendre par la main, d'aller rouler, leur faire leur séance. Hein. C'est compliqué en fait. On a certains qui sont comme ça, d'autres qui sont limite la séance elle est mise sur la plateforme. Il faudrait que ton compte rendu soit fait dans les 30 secondes qu'on suivi. Donc c'est C'est Kevin Reza qui m'avait chambré à une époque parce qu'au tout début que j'ai commencé, j'étais comme ça. J'étais chez moi et en ouais, fait, t'attendais. j'attendais.
Pour moi, c'était mon boulot. Il fallait Ouais, rien que je ouais. fasse à côté. Donc, une fois que le matin, j'avais tout bien remis à jour et tout, à 14 heures, quand les gars commençaient à rentrer, je sautais sur l'ordi. Kevin Reza a téléchargé son fichier. Paf, 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 j'analysais. Dans les 3 minutes, il avait l'analyse, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, quand il a arrêté, il m'a dit, Jimmy, franchement, lève la tête du guidon, quoi. Il m'a dit, Des branches un petit peu. bah ouais, des branches. Il me dit, t'as pas besoin de nous écrire dans les 5 minutes qui suivent. Il dit, nous, de toute façon, on a fait notre séance. Tu sais c'est quoi? On va aller manger, on va aller prendre la douche, machin et tout. Il dit donc qu'on l'ait à 14h05 ou à 16h, il dit c'est pareil. Il Ouais, dit, ouais. prends le temps de vivre. Il dit puis t'inquiète, ça va le faire quoi. Et du coup, tu fais un compte rendu après chaque séance ou que les séances spécifiques? Non, non, chaque séance. Alors, ça peut être des séances où ça va très vite. Le gars, il fait 1h30 récup. Je vais prendre mes deux, trois infos que j'ai envie de voir sur le fichier. Puis je vais lui mettre, voilà, tu as bien géré ta récupération, bonne séance, point, toi, ça va Ouais, pas aller ouais. plus loin. Par contre, le gars, il va me faire 6 reps à PMA ou il va me faire 15 sprints dans la sortie. Bah là, j'analyse et je lui fais un vrai compte rendu. Tiens, tel sprint était mieux, t'es parti avec une meilleure cadence. Ou tiens, celui-là, bah, t'es parti avec trop gros, ça se voit, ta PMAX, elle est moins bonne. Et donc, je lui ferai un vrai retour ouais, sur ces séances-là où le gars, en plus, je sais, avec le retour maintenant, ils aiment ça parce qu'ils voient qu'ils ont bossé et que ça a été regardé, quoi. Ouais, ouais. Si tu fais 15 sprints quand tu es coureur et ton entraîneur, il te répond belle séance, bon sprint, tu vas te dire, ouais, ça se trouve, il a pas regardé, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Je suis d'accord Alors avec que si toi. tu mets tel sprint, tu as fait 1307 watts et tu es parti à 100 RPM, c'est ce qu'il faut faire. Tel sprint, tu vois, tu es parti plus bas, tu as fait moins de Pmax, le mec, il va prendre conscience. Il va se dire, ah ouais, Jimmy, putain, il m'a dit que quand je partais à 85 RPM, je faisais des moins bons sprints que quand je partais à 100. Et donc, du coup, après, il va partir à 100. Et toi, après, tu as des bons sprints et puis le gars, il gagne des courses. Ouais, bah oui, non, mais c'est clair. Tu individualises. Et ça, tu peux le faire quand tu as, on va dire, un nombre d'athlètes ultra réduit. Ah Aujourd'hui, bah oui, c'est tu ça. prends toute une équipe entière, même là, des amateurs, tu as 20 athlètes ou 25, bah, t'es obligé tu choisis les séances que tu analyses parce que sinon, c'est, Ah ouais, non, mais c'est exact. Oui, oui, non, c'est ça. là, voilà, Ouais, cette année, t'es entraîneur d'une équipe pro, t'es payé pour faire ça. On cherche à améliorer exactement. la C'est perf. c'est ça, c'est pas le coureur ou l'athlète qui te paye, c'est l'équipe qui te Ouais. paye pour que donc c'est pour ça qu'après, bah, tu dois être ultra présent, tu dois répondre. Mm. Quand l'équipe m'appelle, moi, c'était tout le temps, bah, quand on me disait, tu peux entraîner un coureur de plus, bah, en fait, oui, je suis l'entraîneur de l'équipe. Oui, Donc, oui, c'est on ton va dire boulot, non. entre guillemets. Donc, bien sûr que je vais l'entraîner. Tu peux venir à un stage, bien sûr que je vais à un stage. Oui, oui, Un- donc, mais tu as la sécurité d'être embauché par une équipe. Voilà. c'est ça. Et toi, ton point de vue entre quand tu étais coureur pro et, admettons, tu serais pro encore aujourd'hui, est-ce que tu vois une grosse différence, une élévation du niveau, ou est-ce que tu vois des grosses différences, ou au contraire, ça reste pareil Euh, sur le plan physique, je trouve que les gars sont quand même vachement plus forts qu'avant. Enfin, les tout meilleurs, là, quand je vois ce que fait un Pogačar, un Van Der Poel, un Van Aert, moi, je suis admiratif. Je me dis, enfin, les gars, ils survolent, quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression que tout le monde a passé un cran et que même les tout meilleurs ont réussi à passer un cran. Euh, et après, sur le plan vraiment entraînement, bah, ça va pas faire un discours très, je vais dire un peu comme tout le monde, mais tout s'est amélioré, quoi. Je veux dire, avant, tu parlais nutrition, chacun faisait un peu dans son coin, ce qu'il avait entendu, ce qu'il pensait bien pour lui, ce qu'il avait lu sur Internet. T'avais, tiens, un Froome en 2010-2012 qui t'annonce qu'il fait du low carb, machin, tu vas essayer. Que maintenant, il n'y a plus de place. Maintenant, chez les pros, tu as un nutritionniste, il te dit quoi manger en fonction de ce que tu as fait. Euh, c'est hyper carré, quoi. Ouais, la perf, elle s'est élevée de manière globale. C'est De pas, ouf, de ouf. dans tous les cas, au final, voilà, la différence, c'est que on a une meilleure maîtrise sur le côté aspect Exactement. perf. Et Il y puis a- toutes les équipes, en Ah fait. non, mais c'est clair. C'est-à-dire que j'étais à Cofidis, on n'avait pas de nutritionniste. Maintenant, je sais qu'ils bossent avec des nutritionnistes, qu'ils ont des camions à l'arrivée du Tour de France. Enfin, tout, toi, et tout le monde a progressé. Et bien sûr, les équipes qui ont des gros moyens, bah, on Encore plus, progressé. encore plus. Bah oui, c'est. J'ai parlé avec Christophe Laporte cet été. Beaucoup critiquent son amélioration. Mais en fait, il faut voir la différence qu'il y a entre Cofidis et Jumbo-Visma. Et c'est pas pour jeter la pierre à Cofidis qui font du super boulot. Comme j'ai dit, qui se sont améliorés sur plein de points, mais ils n'ont pas les moyens de la Jumbo. Ouais, c'est ça. C'est comme tu compares. On va dire, tu vois, moi, je suis supporter du Racing Club de Lens, et là, il y avait un comparatif entre PSG et Lens parce qu'il y a eu le match le samedi soir. Et en Ouais. fait, le membre du staff, je crois que du côté de Lens, ils sont 7 ou 8, et à Paris, ils doivent être 20. Bah oui, non, mais Tu vois, donc du coup, si tu as 4 préparateurs physiques, un analyse vidéo, en fait, le mec à côté, chaque personne a moins de boulot, mais le peu de boulot qu'il fait, entre guillemets,
il est ultra précis, ultra pointilleux sur ce qu'il veut voir. Alors qu'on va dire à Lens, ils sont 7 ou 8, ils se partagent la masse de boulot à 7-8, donc du coup, ils peuvent pas être ultra pointilleux parce que dans tous les cas, ils ont ça à faire. Donc du coup, oui, les Jumbo, les Ineos, les UAE, ouais, ils ont entre guillemets du fric, donc oui, ils ont du staff, ils ont des mecs qui sont bien dédiés à chaque mission, et quand tu as des équipes un peu moins de moyens, entre guillemets, elles essayent de faire au mieux avec les moyens du bord. Ah non, mais c'est ça. Et encore une fois, hein, il y a des équipes qui ont bien progressé, toutes les équipes ont bien progressé, mais c'est vrai que celles qui ont beaucoup de moyens ont C'est plus encore plus facile. progressé. Et c'est clair que c'est très parlant, même ne serait-ce que le niveau. C'est Marc Madio qui disait ça, mais il n'a pas totalement tort. Quand tu prends une équipe française qui va venir avec un ou deux leaders capables de gagner, sur les classiques, ils venaient avec, on va dire, Kung et Madouas, et à côté de ça, tu as la Jumbo, ils viennent avec six mecs qui peuvent gagner, quoi. Ouais, non, mais c'est. Donc quand tu attaques un secteur, que tu es la Jumbo qui enfile 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas la même course que quand tu t'appelles Madois, c'est qu'on t'a bien positionné, mais que tu es 17e à l'entrée du secteur. Hein. Non, mais c'est clair, c'est sûr. Ton effort est différent. Et donc, si on prend l'exemple de Christophe Laporte, avant c'était ça, c'est qu'il devait se battre pour être placé dans les secteurs, donc il perdait énormément de force, que maintenant il est déposé dans les meilleures positions. Et donc en fait, c'est tous ces petits efforts qui font qu'il est plus performant. Il a un programme de course qui est peut-être plus adapté à lui, meilleure nutrition. À l'entraînement, Cofidis avait quand même des bons entraîneurs. Hein. Vincent Millerius a tout le temps été un fou de data et a tout le temps fait des plans très scientifiques. Mais voilà, il tombe, comme tu l'as dit, Vincent Millerius, il était peut-être, en tout cas quand j'y étais, un peu seul à faire ça pour toute une équipe. Ouais, Et donc, là, à la Jumbo, ils sont tous sur la même longueur d'onde, à bosser avec un petit nombre d'athlètes, et ça pousse tout le monde vers puis même là, quand tu vois sur les classiques Bourgogne-Franche-Comté qui viennent de se passer, Doubs, etc., ça roule encore plus vite que l'année dernière. Hein. Donc tu vois qu'il y a une élévation générale de perf. Et même moi, tu vois, quand tu bosses avec les jeunes, les juniors ou les élites, je trouve qu'en Watt aujourd'hui, quand t'es N1, tu peux limite basculer entre guillemets assez facilement sur des classes 2. Hein. Comment ça roule, le niveau, de toute façon toutes les DN, on va dire, les meilleurs ont tous des entraîneurs, ça roule au capteur de puissance. Il y a une élévation. Encore il y a 5-6 ans, tu prenais un capteur en élite, il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a le capteur. Hein. Même les juniors te posent des questions, sont plus. Moi, si je compare, tu vois, depuis que j'entraîne, les juniors d'aujourd'hui posent déjà beaucoup plus de questions côté perf sur la récup, etc. Les juniors il y a 5 ans. Pourtant, il y a 5 ans d'écart. Mais oui, non, tu vois, l'élévation, elle est globale. Elle n'est pas que chez les pros. non, c'est clair, tout évolue. L'exemple, tu vois, moi quand j'étais junior, j'étais à l'US Métro, je faisais tout dans mon coin, quoi. Tu vois, Ouais, j'étais ouais. tout seul à l'US Métro. Maintenant, mon papa, il me fait intervenir à l'US Métro. Donc, je me pointe encore il y a, je pense, un mois et demi, rassemblement de l'US Métro avec des jeunes cadets, minime cadets juniors. Et on parle déjà de thèmes comme ça. Je leur dis, voilà, surtout sur l'alimentation, vous prenez pas la tête, vous êtes jeune, faut bien Mm. manger. Attention, faut vraiment bien manger. Vous êtes en pleine croissance. À l'entraînement, faites pas n'importe quoi. Essayez, voilà, vous avez l'école à côté, des choses. Et déjà, on parle de thèmes comme ça, donc ça les sensibilise. Alors que moi, quand j'étais junior, il n'y a pas grand monde qui me parlait de ça, quoi. Oui, donc la perf, elle était bonne, mais avec comme je disais juste avant, les moyens du bord, alors qu'aujourd'hui, C'est avec ça. Twitter, avec Strava, avec Facebook, avec Exactement ça. Instagram, ils voient tout, et en fait, ils sont curieux, donc le niveau s'élève. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est bien leur faire comprendre que il y a une pyramide, qu'il y a des fondamentaux à acquérir avant de vouloir aller rajouter un junior qui va te dire est-ce que je dois faire de la cryothérapie, tu vois? Tu as envie de lui dire ouais, la cryothérapie, on sait que ça a des bienfaits, mais avant, est-ce que tu fais déjà bien tout? Est-ce que tu manges bien? Et encore plus, tu vois, je vois l'impact aujourd'hui, et c'est l'exemple même que je prends pour les jeunes que j'entraîne. Ils ont l'école. Donc en soi, que tu sois dans le nord de la France, dans le sud de la France, ou peu importe où tu habites, tu as un volume scolaire identique. Après, ça va être ton organisation de l'emploi du temps qui va être différente en fonction de ton lycée. Voilà, il y en a qui ont de la chance de pouvoir rouler en fin de journée, d'autres moins. Mais à côté de ça, entre le jeune qui, on va dire, est déjà carré, il respecte son sommeil, il mange bien, tu vois, il a déjà compris ces aspects-là, et entre celui qui, en fait, oui, il a été s'entraîner, mais jusque 23h, il joue à la play. Du coup, il s'endort pas avant minuit, 1h. Il se réveille à 7h pour aller en cours, nuit de sommeil très courte, pourtant il a les mêmes watts que l'autre qui est tout carré. Bah ouais, mais il y a une différence de perf, donc je leur dis, voilà, j'essaye de les sensibiliser sur le côté de maîtriser les aspects faciles avant de vouloir. C'est bien beau d'avoir les bottes de presso, le pistolet de massage, etc. Mais si les bases ne sont pas faites, derrière, tu mets un pansement sur un truc, quoi. Mm. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est là un peu le tort des réseaux, justement, c'est de voir les grands champions font
ah, je sais pas, ouais, voilà, de la pressothérapie ou de la cryothérapie. Donc le jeune, il va voir ça, il va dire, ah, ouais, c'est ce qu'il faut faire pour marcher. Mais tu as envie de lui dire, non, mais attends, avant de faire ça, Ouais, le ouais. mec, il fait des semaines à 35 heures, il fait que du vélo, il se couche tôt, machin et tout. Et donc, fais d'abord ça pour après, comme tu dis, venir ajouter les petits plus, quoi. C'est Mais ça. ça, c'est un peu le mauvais côté des réseaux, quoi. C'est de faire voir à des jeunes des choses euh, qui sont pas encore faites pour eux, quoi. Qu'ils ont pas Ouais, nécessairement. c'est que nous, plutôt notre génération, on avait entre guillemets, Facebook débutait, Instagram, c'était pas aussi Ouais. populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regardes en triathlon, les Norvégiens, limite, tous les jours en story, ils mettent que et la piqûre de lactate, tu vois, ils font Ouais. tout, tu vois, ils médiatisent, hein, eux, c'est leur boulot. Hein. Et à côté de ça, en plus de ça, tu vois, ils sont sponsorés de Bull, ils te mettent la canette de Red Bull, donc tu as des jeunes qui prennent une Red Bull avant la course parce que, bah ouais, mais non, mais en fait, oui, il reprend les bases, expliquer. Mais voilà, ils sont assez curieux, donc c'est top. Mais oui, tu te dis, bah la perf elle augmente parce que dans tous les cas aujourd'hui, c'est pas que la perf elle augmente, c'est que pour être performant aujourd'hui, il faut faire ça. Hmm. Il y a 5 ans, t'avais pas besoin de faire ça parce que c'était moins important, moins impactant. Ouais. Donc c'est pour ça que le niveau des jeunes évolue et que le niveau après des pros évolue aussi, quoi. Et en termes de planification ou tes grandes lignes d'entraînement, est-ce que t'entraînerais il y a 5 ans, tu t'entraînais déjà pareil ou tu avais les mêmes idées qu'aujourd'hui ou tu as évolué aussi? Ah non, 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 c'est une évolution quotidienne, hein. C'est le fait d'avoir travaillé avec des coureurs pros, d'avoir travaillé avec Anaël, avec Fabien. Ça m'a fait prendre conscience d'autres choses. Euh, Pas mal aussi en m'inspirant aussi de d'autres sports. Notamment, bah voilà, Anaël et Fabien, eux, ils viennent d'autres sports. Fabien, il venait beaucoup un peu du tri, mais beaucoup du roller. Patinage de vitesse aussi, il connaît bien. Anaël, lui, c'est beaucoup triathlon, course à pied, natation. Et essayer de trouver des séances nouvelles pour plaire aux coureurs et qui répondent à des besoins. Ça, c'est ce que j'essaye de faire régulièrement, quoi. De pas proposer tout le temps le même type de séance. Je disais tout à l'heure, le 30-30, euh, ok, ou le Jiménez, par exemple, ils sont connus, on sait que ça marche pas mal, mais si tu proposes ça à chaque bloc, Ouais, le ouais. gars, il va te dire, bon, Jimmy, ton Jiménez, tu me le fous une fois toutes les 4 semaines, là, je fais ça, bloc PMA, machin, tout, il en peut plus. Alors que si tu commences à le dissocier de différentes manières, à le faire travailler, là, je pense qu'il progresse parce que tu ajoutes du stress à chaque fois au corps, mais de manière différente. Tu forces le corps à s'adapter. Et donc l'aspect physio déjà va s'adapter et va progresser. Et l'aspect psycho aussi, le gars va pas tout le temps faire la même chose. Oui, la routine, c'est pas la monotonie de l'entraînement, de se dire, bah tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que cette séance-là, je l'ai déjà faite il y a 15 jours, j'ai déjà faite il y a un mois, ou Jimmy me fait toujours faire pareil. Et voilà. Et du coup, le mec, et en fait, entre guillemets, le corps aussi prend une habitude c'est pas un nouveau stress, c'est un stress régulier, donc, Ça, c'est un tout petit peu plus vrai pour ceux qui ont l'école à côté. Ou finalement, vu que tu es dépendant de leur emploi du temps, les semaines, même si les exos ne sont pas les mêmes, les semaines vont se ressembler. Si le ouais. gamin il fait 8 En heures, termes de volume, voilà. exactement. Si le gamin fait 8 heures, 18 heures le mardi, tu vas pas lui rajouter 4 heures de vélo. Donc tu vas lui dire, bah, on fait repos. Le lundi, tu vas faire une petite récup parce que tu as un petit peu de temps. Et en fait, à la fin, tu vas te rendre compte que les semaines, ouais, elles se ressemblent. Et donc c'est là qu'il faut être intelligent pour essayer de varier les exercices pour que en fait le gamin il fasse pas tout le temps la même chose et qu'il se dise le volume est quasiment identique, la fréquence est identique, mais par contre ça varie tout le temps et je fais pas tout le temps les mêmes choses, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et vu qu'on a fait quasiment nos études en petit décalage, mais on doit être de la même génération, tu vois, en termes de planif, est-ce que tu fais encore ta grosse planif limite? Moi, à la fac, on t'apprenait, tu vois, je me souviens en licence, la planif, il faut limite qu'elle soit faite au 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu vois. Et aujourd'hui, je la fais plus du tout. J'ai mes grandes lignes, mais j'ai stoppé, moi, cette planif-là. C'est marrant parce que quand j'ai passé là le DES cette année, et il a fallu que je la fasse programmation annuelle, théorique. Et Ouais, moi, je leur disais, mais vous savez, dans le vélo, nous, c'est pas comme un sport ou le triathlon et tout ça où tu peux vraiment planifier. Tiens, j'ai telle course, tel objectif. Nous, ça change tout le temps. Chez c'est les clair. pros, on m'appelait le lundi pour me dire, ah, finalement, Franck, il va courir ce dimanche, c'était pas prévu. Ta planif annuelle, Franck, il s'est blessé. Enfin, tu vois. Non, mais c'est clair. Moi, en fait, c'est plus pour le côté blessure et santé que j'ai arrêté de faire des planifs annuels parce que d'un côté, allez, tu te dis décembre, le mec est en reprise, tu te dis voilà, il t'a donné son calendrier de course, tu bosses, tu prends ton fichier Excel, tu passes 3 heures là-dessus en disant bah, je vais faire mes blocs, mes blocs, mes blocs. Début janvier, admettons, là, il chope le Covid, 15 jours, bah, ta planif, tu la recommences. Et après, tac, t'as toujours un décalage. Et du coup, je me suis dit, bah, dans tous les cas, on la tient pas, donc je fais du boulot pour. Alors qu'au final, j'ai mes grands objectifs, on se met d'accord avec le coureur sur ces périodes
déjà j'aime pas dire un objectif clé, mais on va dire plus période clé. Et à partir de là, on fait en sorte que avec ce qui se passe les semaines précédentes, moi ça m'arrive de dire bah tiens on fait un gros bloc de voilà on prépare, on fait un gros bloc de seuil. Et en fait, au bout de 15 jours du bloc, le mec commence à tomber malade parce que bah voilà, il fait pas beau dehors, il enchaîne les séances. Tu sais que là, avec la forme, il peut vite tomber malade parce qu'on flirte avec les limites. Bah, en fait, ton bloc, tu le laisses tomber à l'eau, vaut mieux mettre 2-3 jours de repos qui repartent bien que dire bah on le continue. Mais voilà, par contre, si tu suis la planif annuelle, bah tu te poses pas la question de est-ce qu'il doit récupérer ou non, on continue. Mais je pense qu'on se tire une balle dans le pied. Après, moi, c'est pas une planif annuelle, mais je bosse beaucoup avec les athlètes sur l'évolution que je veux avoir avec eux sur l'année, par exemple. Quand Axel Laurence, en début d'année, on parle, je dis, bah écoute, Axel, avec toi, ce qu'on va bosser cette année, ça va être ces deux points-là en priorité. Je dis donc, on va mettre l'accent sur ton seuil aérobie pour que tu gonfles le moteur parce que tu étais amateur, tu vas passer chez les pros. Et on va poser ta qualité pour que tu gagnes des courses. Donc tout ce qui va être sprint et lactique, on va en bouffer. Je dis après, je te cache pas, on va délaisser un peu ton SV2 parce que ça te fera pas gagner de course. Tu vas pas gagner en haut d'un col, tu vas pas gagner un chrono. Ouais. Moi, cette année, je prends le pari, et si tu es d'accord, on fait ça, de bosser à fond ces deux filières-là et de délaisser un peu celle-là. Et ça va être mon objectif de l'année. Ça veut dire que dès qu'il aura un temps mort où on pourra bien bosser, bah, peut-être que ça sera un bloc où je vais lui mettre beaucoup de volume pour le volume aérobie. Et à l'inverse, quand il va enchaîner beaucoup de courses, il aura déjà le volume. Donc, on va juste aller bosser les hautes intensités. Et Axel, par exemple, avait été très content parce qu'il avait dit waouh, j'ai progressé, je suis vachement plus frais en fin de course. Il a gagné des courses en plus qui ont démontré qu'il avait progressé. Et il avait senti vraiment les bienfaits sur tout ce qui était PMA, PMA haute lactique de ce choix-là. Et à l'inverse, oui, bah, le jour où il y a eu un chrono, on était frustré parce que voilà, il a pris 1 minute 30. On se dit, ah, si on l'avait bossé un peu, ouais, mais il faut faire des choix. Et je fonctionne beaucoup comme ça, en fait, par priorité. Ouais, en fonction des les critères de perf, Exactement. en fonction des qualités de l'athlète, qu'est-ce que tu cherches à travailler? Tu préfères, entre guillemets, ses défauts, tu vas pas chercher à les améliorer parce que dans tous les cas, il passera jamais top niveau. Là, un coureur qui t'appelle pour te dire je veux être champion de France chrono, je suis pas sûr que tu vas lui faire bosser des sprints tous les jours, quoi, tu vois. Tu vas lui Ouais, dire, bah, non. écoute, on va prioriser l'allure chrono, la position chrono, tout ce qui va avec. Ouais, c'est ça. Et après, de temps en temps, on ira travailler pour Oui, un rappel. un rappel, mais ça ne sera pas l'axe prioritaire. Je ne vais pas lui faire faire des séances où je vais lui imposer des cadences de démarrage, analyser tous ses sprints pour qu'il progresse sur sa Pmax. Ça va pas lui, enfin, il sera pas champion de France de chrono pour ça. Par contre, qui bosse tous les jours en position, des intensités qu'on va retrouver au chrono, sur des plus longues durées, ça va être intéressant pour qu'il progresse, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est, Donc c'est vraiment un échange avec l'athlète sur objectif, là où on veut l'amener, parce que lui, il faut qu'il ait quand même une vision de ce qu'il veut atteindre pour qu'il soit vraiment concentré sur son entraînement et qu'il se dise pas, ouais, moi je trouvais qu'il y avait rien de plus frustrant que de se dire, ouais, l'entraîneur, j'ai l'impression qu'il me balance des séances comme ça, qui lui viennent en tête. Je ouais, non, pense mais que vraiment, je l'athlète, suis, faut qu'il ait conscience que l'entraîneur, il a réfléchi à tout ça avant. Qu'il propose pas. Si l'athlète s'écrit le matin et que tu lui dis, ouais, aujourd'hui, tu as qu'à me faire du 30-30, moi, dans ma tête, coureur, bah, je me serais dit, non, mais en fait, il a aucune idée, il me balance ça pour se débarrasser. C'est pour ça que c'est important d'avoir la planif un peu à l'avance, d'avoir échangé avec l'athlète pour lui faire voir tes choix, pourquoi tu as mis telle séance. Si lui, il a des, comme tu disais, des questions ou attends, Jimmy, cette séance-là, on l'a déjà fait la dernière fois, je l'avais pas trop aimé. Est-ce qu'on peut en faire une qui se rapproche, machin? Et un échange, et au moins tout le monde va dans le même sens, quoi. non, mais oui, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi sur le côté création de séances et tout. Tu vois, bon, moi, je me prends la tête parce que quand t'as des amateurs ou voilà, j'ai des amateurs de, entre guillemets, bas niveau, j'aime pas dire ça, mais qui sont même pas élites, tu vois, mais qui ont très peu de temps d'entraînement, donc beaucoup d'entraîneurs. Et moi, sur Nolio, j'ai une banque de données de séances parce qu'à chaque fois, je l'enregistre parce que je me dis, j'essaye en fait que, tu vois, entre guillemets, les séances d'endurance sur home trainer, je fais des variations d'intensité, etc. Mais je me prends la tête, je dis, voilà, je le balance pas toute la semaine, il a des nouvelles séances, et je me dis, bah, si j'en remets une, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, bah, attends, j'en ai déjà qui sont faites, je la remets, mais je me dis, il faut pas qu'il les faite dans les 2 mois, parce qu'il va se dire, bah, attends, Maxime, entre guillemets, il se fait pas chier, il m'a déjà écrit la séance, 15 jours après, il me la remet, alors que, voilà, j'essaye, je me prends la tête sur plein de trucs, et même les séances extérieures. Je fais pareil que toi, je me dis, bah oui, déjà, trouver une séance qui soit pertinente, bien calibrée, tu vois, là, Jordan, je vais proposer une séance de boss, tu vois, j'ai lu un petit truc, etc. Je me dis, ouais, ça peut être pas mal. En Bretagne,
il n'a pas forcément de colle. Par contre, si on fait des répétitions de montée dans différentes bosses, ça fait qu'on aura un temps de montée assez conséquent. Donc tu vois, là, je lui ai donné, je vais aussi attendre son retour. C'est ton me dire, ouais, mais l'usure de faire demi-tour, redescendre, remonter, c'est peut-être pas le truc qui le botte. Ou à côté de ça, il va dire, attends, j'ai adoré, tu vois, j'en ai un qui a fait une séance à peu près similaire, qui m'a dit, au-delà de la difficulté, j'ai senti que j'ai super bien bossé. Ouais. Tu vois, c'est... Non, c'est pour ça que c'est important d'avoir des retours, même pour nous, hein, pour progresser, pour s'adapter. Il y a un coureur, comme tu dis, ça va peut-être pas lui plaire. Un autre coureur, ça va plaire. Donc après, forcément, tu vas pas proposer une séance qui plaît pas à un coureur. Mentalement, ça va le mettre en difficulté avant même qu'il ait fait la séance. Donc, c'est pour ça que c'est important d'échanger. Ouais. Ouais. Et toi, en termes de comment tu détermines tes zones d'entraînement, tu te bases sur quelle métrique entre guillemets, si tu les utilises ou si tu es plus dans la perception? Avec l'équipe, on était sur les seuils ventilatoires, donc SV1, SV2 et PMA qu'on calibrait en laboratoire sur les tests d'effort. Donc j'ai gardé ces seuils moi pour calibrer. Donc seuil endurance, l'allure que le gars il va être capable de tenir sur, je prends à peu près 1h30, 2 heures. Normalement c'est un peu plus, mais pour avoir des données à vélo où le mec il a bourriné 3 heures, ça commence à être un peu long. Alors que 1h30, 2 heures, ça peut être une montée de col où le mec s'est bien appliqué ou une course qui a roulé vite. Comme ça, je calibre à peu près mon SV1 que tu peux réajuster parce que finalement le SV1 ça va vite être l'allure où le gars il va monter une bosse sans se rendre compte, il va la monter à une allure qu'il estime tranquille et finalement il est déjà un peu SV1 quoi. Donc je la calibre comme ça. SV2 c'est le test un peu 20-30 minutes qu'on fait tout le temps en stage. Donc ça me permet de recalibrer un peu cette zone là aussi. Et si je peux pas le faire en laboratoire, hein, mais maintenant ils passent tous des tests à l'effort Ouais. pour recalibrer. Et la PMA, c'est le test aussi pareil, un 4 ou 5 minutes en boss qui peut nous permettre de réajuster un peu ce qu'on a vu en labo. Et donc, voilà, je fais assez classique. Hein. Par contre, après, du coup, sur mes zones d'entraînement, je suis pas vraiment sur l'échelle grappe ou des choses comme ça. Je suis vraiment sur le modèle un peu scientifique. Ce qui va se passer sous SV1, entre SV1 et SV2, SV2 à PMA, puis après ce qui se passe au-dessus de PMA et enfin la phase sprint lactique. Ouais, tu vois, moi c'était exactement dans la même thématique que toi. Je suis sorti de la fac, donc modèle assez grappe. Ouais, Tu te rends compte que si tu fais test 4 ou 5 minutes, les zones d'endurance, elles peuvent être très très hautes, elles sont jamais maintenues, donc du coup, compliqué. Par contre, si tu fais juste le test 20 minutes, tu prends les zones FTP, tu te dis, tiens, c'est bizarre, en endurance, on est bien. Par contre, la PMA, elle est un peu sous-estimée ou en fonction du seuil, tu vois, du coup, en fait, aujourd'hui, je suis sur un gros mix parce que ouais. le modèle 3 zones norvégien, c'est bien, on va dire, pour le triathlon, pour un effort où tu es tout seul. Limite, en chrono, nous, ça pourrait le faire. Un mec qui prépare que du chrono, le modèle 3 zones, complètement pertinent. Par contre, en course, t'as pas le choix de découper en disant, tiens, je veux voir le nombre le temps passé à PMA, le nombre de temps passé limite en tempo, en critique, en endurance, en récup, tu vois. Donc, du coup, je redécoupe quand même en 7 zones. J'avais fait, l'année dernière, j'étais passé en 6 zones, tu vois, j'avais mis, dès qu'on est au-dessus de PMA, on était sur le côté glycolytique, donc que tu sois à 1 seconde ou 2 minutes à bloc, j'avais mis, c'était la zone 6. Sauf qu'au final, en termes de relance, du coup, j'ai réduit zone 6, zone 7, je suis rebasculé là-dessus pour l'analyse, tu vois. Ben, c'est marrant, j'ai fait exactement pareil. Moi, master, on me dit il faut proposer un modèle, paf, je pars sur le modèle grappe. Puis en fait, Logique. j'arrive avec Anaël et Fabien, on commence à calculer et je me rends compte que si tu fais un pourcentage de ta PMA ou de ton 20 minutes, tu as des zones qui sont, si on regardait l'individu, qui collait pas à tous les individus. Quoi. Ouais. Il y en a un pour qui ça allait bien coller et il y en a un autre qui allait avoir des valeurs complètement faussées par rapport à ce qu'on avait pu trouver en labo. Donc en fait, après moi, j'ai refait comme toi, c'est que j'ai gardé pour que ça parle à tout le monde cette zone, mais par contre que je recalibre à ma manière. j'ai, Et avec l'équipe, on avait fait ça aussi de toute façon parce que si du jour au lendemain, tu arrives dans une équipe avec des directeurs sportifs, des coureurs qui depuis leurs plus jeunes années ont connu l'échelle grappe, cette zone, et que toi tu arrives, tu leur dis les gars, on va travailler en 3 zones, ça va être plus simple pour tout le monde. Tu ouais, vas à leur dire il va falloir être en zone 1, mais que ta zone 1 peut monter jusqu'à 330 watts. Le mec il va te dire ah non, mais moi quand j'étais I1, c'était jusqu'à 200 watts, c'est quoi ton truc? ouais, non, mais c'est, I1, I2 alors. Et en fait, on était sur un dialogue un peu bancal. Donc on a dit attendez, de toute façon c'est simple, on va recalibrer cette zone. Comme ça sera pareil, on vous dira zone 1, zone 2, ça sera pareil, ça va pas vous changer quoi. tu vois, moi, j'ai fait ça, j'ai eu ces premiers trucs-là, tu vois, je sors de master, j'ai fait le master à Besançon, donc, à ta Fred en cours, etc. Donc, le modèle grappe, tu te dis, ouais, j'y crois à bloc. Et en fait, quand tu prends des coureurs qui ont des grosses résistances glycolytiques, tu vois, et
et qu'il te sorte des watts. J'en ai un, il te sort des watts de fou. Il est capable de terminer son 4 minutes il pourrait te faire 30 secondes de sprint. Donc, du coup, il fait monter ta valeur de PMA. Si tu prends un 4 ou 5 minutes en boss ou 4 5 minutes sur plat, tu as 4 valeurs différentes. Tu dis, je fais une moyenne. Et là, tu te rends compte que tes zones, et en fait, quand il roule en endurance, il me dit, mais l'endurance haute, mais j'explose. Il dit, je la tiens pas. Et là, tu te dis, oh, attends, c'est bizarre. C'est endurance, tu tiens pas, ça devrait être illimité, soi-disant, selon le truc. Donc, du coup, c'est comme ça que, tu vois, je me suis dit, ouais, il y a un petit problème. Il y en a certains, c'est pile poil, et d'autres, tu vois, dans la formation que j'ai sortie, j'ai repris des valeurs, et en fait, j'ai un coureur, sa zone de haute, si je prends le modèle grappe, elle est à 10 watts en dessous de son record 20 minutes. Et là, tu dis, ouais, c'est pas cohérent, du coup, tu te dis, il tiendra pas, ça va exploser. Bah, nous, c'était beaucoup sur les zones endurance, quoi, où on avait Ouais, le souci. C'est-à-dire que le mec, tu allais lui dire de bosser un peu, je sais pas, tu allais lui dire de faire des portions de 10 à 15 minutes ASV1. Si tu avais juste extrapolé par rapport à un pourcentage de PMA, c'est ce que tu as dit, un mec qui va être très, très puissant, très lactique, il va avoir du coup des zones élevées, et ça se trouve, il est pas endurant en fait. C'est Et donc, ça. tu vas le faire bosser, il va te finir le 15 minutes en te disant non, mais attends, j'ai fini le 15 minutes, mais j'étais pendu. Alors que toi, tu dis mais non, mais attends, non. Ouais, c'est, 15 minutes, tu étais capable de continuer encore à au moins 45 minutes comme ça, mon Goko. Et là, tu te dis il y a une adéquation quelque part. Donc, ouais, faut se servir des chiffres, du ressenti de l'athlète. tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai basculé sur la puissance critique. Tu vois, je fais plus le 20 minutes complet, je fais plus le 5 minutes. En gros, la puissance critique avec 2 tests. Un test court. Maintenant, j'ai du mal à imposer, tu vois, ma réflexion fait que j'avais toujours tendance à dire, tu fais un 4, tu fais un 5. Mais mentalement, tu vois, toi, t'as été pro, donc t'as l'entraîneur qui disait ça. Moi, j'ai jamais été pro. Mais le peu que je fais mes tests, etc., en fait, tu te dis, bon, il veut un 5. Putain, t'arrives en haut de la bosse. Aujourd'hui, t'es bien, t'es en 4,40. Tu dis, ouais, il faut encore que je me mette 20 secondes. Alors, tu vois, c'est ce que je leur dis. Aujourd'hui, je fais des tests courts. Je leur demande entre 3 et 6. Mais je dis au final, déjà, sur les routes d'entraînement, ça sert à rien si t'habites en Picardie. Tu vas au pied du Ventoux, tu fais tes tests au Ventoux. Dans tous les cas, les valeurs vont être augmentées et tu reviens en Picardie, tu les tiendras pas. Donc, du coup, je leur dis test court, entre 3 et 6. Et je leur dis, mais surtout, choisis, admettons, la bosse que tu veux, le segment que tu veux faire. Et s'il fait 4,20 ou 5,40, mais du moment que tu le fais à fond, moi, c'est bon. Ouais. Et du coup, entre guillemets, j'extrapole la PMA à partir de ce test court-là. Dans tous les cas, la fourchette, hein, si le mec, il fait sur 3,30, il fait 420, tu sais que la PMA va être autour de 400, tu vois, on est dans une valeur cohérente, on peut baisser un petit peu, on réajuste. Et après, je fais un test plus long entre 10 et 20. Et pareil, en fait, je lui dis, prends un segment. Du moment que tu le fais à fond, et à partir de là, puissance critique, vu que tu as un lien puissance critique et LT2, bon bah voilà, mon deuxième seuil, je l'ai là. L'endurance, bah j'essaye entre 55 et 75%, j'ajuste. En fait, le souci des watts, c'est que on n'a pas le côté physio du premier seuil. Le deuxième seuil, on y arrive à l'avoir. Et du coup, tu vois, je leur fais faire 2 tests comme ça aujourd'hui parce que bah, le 20 minutes, tu te rends compte que si tu prends que le 20, bah, sur les valeurs très hautes, on est un petit peu limite. Si tu prends que les tests courts, bah, sur les valeurs endurance, t'es... Mais ouais, aujourd'hui, tu vois, c'est assez compliqué. Ah oui, puis encore une fois, comme tu disais, c'est compliqué, tu vois, de dire à un junior qui achète son capteur, allez, il faut que tu ailles faire 20 minutes. Il va te dire, ouais, mais Bah, j'habite tes premiers en tests, région ils sont... parisienne ou en Picardie, tu veux que je le fasse où le 20 minutes? Ouais, Tu vois, ça va être compliqué. Alors, c'est pour ça qu'il faut trouver exactement ce que tu as dit là. Il faut trouver des petits outils pour te permettre faut... de calibrer quand même tes zones, même si c'est pas parfait, que c'est pas dans un monde, voilà, on voudrait tous le faire en labo avec l'échangeur de gaz, prise de lactate. Mais ça, c'est pas la réalité. Le junior, il peut pas faire ça. Non, il peut pas faire ça. Les moyens aussi, les moyens financiers. Les Exactement. parents, ils s'investissent. Les vélos sont de plus en plus chers. T'achètes le capteur puissance. Bon, déjà, tu t'achètes une paire de pédales à Sioma, 600 balles. Bah, je préfère qu'il achète une paire de pédales que s'acheter 2 paires de haut clés. Tu vois, côté Exactement. perf, Ouais, non, c'est ça ça. va l'aider. Mais à côté de ça, derrière, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? On va dire, bah, c'est simple. Ouais, ceux qui sont en montagne, ouais, leur seuil et tout. Bah ouais, mais nous, en Île-de-France ou Picardie, toi, t'as encore plus de circulation que moi. Mais moi, à part les champs, Vent du Nord pendant un mois, donc les parcours sont toujours pareils. Bah, tu dis, ouais, ton test, bah ouais, tu prends un grand plateau. Mm. Bah, si t'es parti, tu sais que t'as une ligne droite ou sans stop ni rien pendant 12 minutes, bah, fais ton test là et on va prendre cette valeur-là. T'as le vent qui est face à toi, tu dois sortir les watts. Ne cherche pas à comprendre parce que c'est sûr, si tu prends vent dans le dos, tu te mets 53,11, t'es à 55, mais t'es à 200 watts. Donc, Ouais, puis après, encore une fois, je pense que c'est à l'entraîneur de s'adapter aussi, voilà, à l'athlète, à sa région. Donc, le jour où il part en stage en Espagne, tu lui dis, bah écoute, allez, on en profite, on fait un vrai test en boss, comme ça, tu auras une valeur, peut-être, on pourra la comparer à ce que tu avais fait sur le plat. Euh, Tu passes un test à l'effort pour ta licence. Est-ce que tu es en condition, pas en condition, mais essaye de me récupérer les courbes, que j'essaye d'analyser un peu, voir ah si. oui, c'est clair. Puis voilà, après, tu affines au fur et à mesure, il fait une séance, tu demandes un certain nombre de répétitions. Un jour en course, tu sais pas, peut-être qu'il va faire une course où
il va te faire un 5 minutes à fond pour une raison ou une autre. Tu vas dire, ah bah tu vois, en fait, ton 5 minutes là que tu as fait, bah, on est dans les zones estimées ou alors on est un peu en dessous, un peu au-dessus, tu as progressé. Il y a plein de Ouais, trucs. mais moi, c'est ce que je dis. Au final, tu vois, si je regarde un peu l'échelle d'une saison, un test après la période de reprise pour, entre guillemets, maintenant donner des prescriptions avec les watts. Après la période de reprise, tu sais que limite, il commence à bien bosser les watts. Un mois après, tu sais qu'il progresse. Dans tous les cas, tu recalibres, tu refais un test là. Et après, je me dans ma saison, je me remets pas forcément des tests parce que tu as le PPR qui bouge. Bon, l'inconvénient, tu vois, quand t'as un mec chez les pros, bah ouais, il risque de taper ses records dès que tu arrives dans l'école, surtout en ce moment. Tu vois, ça roule vite. Mais par contre, il revient chez lui. S'il a pas de colle à proximité, bah, tu peux pas te caler sur les records de course parce que du coup, t'as pas le choix peut-être de refaire un test. Mais ouais, en fait, moi je regarde PPR si ça bouge dans les conditions, l'échange aussi, parce que tu as l'interprétation qui est différente. Le mec peut battre ses records, mais ouais, ça fait une demi-heure qu'il fait le commissaire dernier du peloton. Il fait 30 minutes à bloc, bah ouais. Après, il explose, donc il bat son record, mais il est, entre guillemets, il est contre-performant. Et à côté de ça, t'as le mec qui une demi-heure, il fait un numéro devant, il va gagner, mais il bat ses records aussi. Du coup, voilà, t'as son retour qui est important. Si t'as pas été sur la course, tu vas dire, tu regardes juste les données, aucun retour, tu vas dire, putain, il marche, il me bat ses records 15, 20, 30 minutes. Ah ouais, mais à côté de ça, il va dire, attends, je suis à fond. Au bout d'une demi-heure, j'avais tout donné. Et à côté de ça, l'autre à côté, il va te dire, ah bah, t'as vu le numéro qu'il a fait? Il a fait une demi-heure tout seul devant. Et ouais, pourtant, les records sont battus. Mais c'est pour ça que la communication, c'est important parce que tu calibres des zones. Moi, je l'ai vu cette année. J'ai un athlète qui a progressé de fou cet hiver. On a fait un super hiver, tout s'est bien passé. Il sortait de junior, il passe espoir 1, mais il a progressé. Franchement, même moi, je m'attendais pas à ce qu'il progresse autant. Et en fait, bah, les valeurs qu'il avait étaient bonnes. On les avait calibrées, tout junior, tout machin. Il bosse tout l'hiver. Puis à la sortie de l'hiver, il me dit quand même, Jimmy, franchement, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Quand tu me donnes à 280 watts les longues séries, il dit, je suis vraiment facile. Ah, je dis, bah attends, t'es bientôt en stage, on va voir. Il me fait des watts en stage, il passe franchement tous ses seuils 20 watts de plus. Ouais, moi, j'avais, Ah, je ne revenais pas. Il me passe un test 20-30 minutes dans les spigouliers. Je dis, non, mais attends, je dis, ce que tu as fait là, c'est waouh, quoi, tu vois, tu marchais déjà fort, tu as fait 9 de la classique des Alpes en junior. Là, tu me rajoutes 20 watts. Je dis, franchement, t'as presque pas pris de poids en plus et tout. Je dis, non, franchement, je dis, ça confirme bien tes sensations que tu avais cet hiver d'être plus à l'aise parce que finalement, les valeurs que j'avais encore étaient un peu sous-cotées avec ta nouvelle forme actuelle. Et donc là, recalibrage des zones pour être la saison pour être plus précis, quoi. ouais, moi, tu vois, j'avais eu un peu le même cas avec Jordan l'année dernière. Tu vois, il passe passage chez les pros. Ouais, j'ai polarisé à bloc l'entraînement, tu vois, de faire des grandes sorties et tout. Et lui, il arrive en stage, avec l'échange un petit peu, il me dit, j'ai l'impression que j'ai pas fait tant d'intensité que ça. Je dis, ouais, mais moi, je pense que les intensités que tu as faites, tu les as bien faites, et à côté de ça, on a monté en volume, tu as bien bossé. Simulation chrono, il me bat, pas simulation chrono, simulation course avec l'équipe. Il me dit, ouais, je crois qu'il doit terminer dans les derniers, est encore derrière le scooter et tout. Il bat ses records 30, 45 minutes, 1 heure. Il me dit, et en fait, là, tu vois, t'as le côté où il me dit, putain, bah, je pensais, tu vois, il dit, j'avais le doute, mais en fait, il dit à côté de ça, quand t'as ça, et tu sens que t'as les watts et que tu as les records qui tombent, tu dis ouais, tu marches et tu sens que t'as passé un cap. Et pourtant, tu vois, l'entraînement, bah, quand t'as le doute ou tu sais pas trop, c'est dur de chiffrer ça. Et puis, bah, te mettre tout seul minable 45 minutes, c'est impossible. Les tests longs, soit les mecs sont malades ou ils habitent au pied de la montagne, ils ont de la chance, ils se disent bah, en fait, voilà, c'est mon col référence, il dure 40 minutes et je le fais à fond. Donc voilà, il va avoir les watts qui vont direct, mais en Ile-de-France, se mettre 40 minutes à bloc, à part aller à Longchamp et tourner non-stop, tu les mets en ligne derrière. Hein. Ouais, puis de toute façon, le vélo, c'est un sport de confrontation. Alors, bien sûr, il y a l'aspect d'être dans la nature, de s'évader et tout ça, comme Thibaut Pinot l'explique, et je partage entièrement son avis, où tu es à la montagne, tu es tout seul, tu montes ton col, c'est jouissif comme sensation, mais à la fois, c'est un sport de confrontation. Je veux dire, donc, qui c'est qui va te pousser à être meilleur? C'est quand tu vas avoir un mec à tes côtés et qui va accélérer, ça va te faire accélérer, et puis ça va être l'esprit un peu compétitif qu'on retrouve voilà, tu vois, dans la culture japonaise, les mangas et tout ça. Ça va te pousser à être meilleur. Bah oui, non mais. Pourquoi Wout van Aert et Van Der Poel sont ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est parce que depuis minime cadet, bah, t'en as un qui progresse, donc l'autre il va progresser et, et il se tire vers le haut. Ah ouais, Quand on d'accord. enlève un des deux, je suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui aussi fort l'un et l'autre. Mais moi, je pense si tu vois, j'ai jamais eu de sprinter chez les pros, mais je pense que toi, tu as dû voir ça. Les mecs à l'entraînement, bah, ils s'approchent des valeurs de course, mais en course, quand le mec il sait que la ligne elle est dans les 10 mètres, il te ressort des ressources qu'à l'entraînement, même s'il se dit la pancarte c'est l'arrivée, il a pas les ressources mentales de se dire attends, je remets 2 coups de rein supplémentaires parce que là, je suis en train de me faire remonter. Tu vois,
même les grimpeurs ou tu vois les purs punchers, voilà, tu fais ta séance d'entraînement, tu as plus tendance à te rasseoir sur ta selle parce que tu dis allez, je suis au sommet, alors qu'en course, tes 5 secondes restantes à pédaler, tu les fais. Bah, tu vois, ça, c'est typiquement l'exemple de mon frère. Anthony, il est capable, dans l'adversité, d'aller chercher très loin dans l'effort. Tu vas le mettre tout seul à l'entraînement, tu vas lui dire de faire 4 fois, je te dis n'importe quoi, des séries à 450 watts. Il va te les faire, mais voilà, il va les Un peu faire. en dessous, un peu en dessous où Ouais, il va pas te faire les 5 minutes, mais il va te faire 4,55 parce qu'il va ouais, s'être relevé en haut de la bosse, quoi. puis il va te les faire, mais sans le sentiment d'avoir fait mal à qui que ce soit. Il va te dire, ouais, bah j'ai fait mes. Par contre, en course, quand il fait le jump entre le groupe 2 et qui revient, par exemple, en une année au Tour des Flandres, et qui revient sur la tête, tout le monde dit, waouh, l'effort incroyable qu'il fait. Bah ouais, c'était au bout de 200 bornes. Il a ressorti ses 450 watts. Ouais. Et là, par contre, il s'est dit, ouais, là, j'ai fait un numéro. Alors qu'à l'entraînement, il n'a pas cette sensation-là. Ouais, Là, il a été chercher loin. Il a été chercher dans sa tête. Au bout de 200 bornes, être capable de faire ça. Là, c'était hyper beau, quoi. ouais, la tolérance à la douleur, Ouais, l'envie. puis parce qu'il Non. sentait les autres, il s'est pas dit, tiens, ça va me faire 5 minutes à 450 watts. Il s'est dit, il faut que je sorte du groupe, que je rentre sur la tête. Peu importe si ça dure 2 minutes ou 7 minutes, il faut que je rentre. Donc après, lui, il s'est mis en mode effort max, Oui, machin. il n'a pas cherché à comprendre, alors qu'en Voilà. course, à l'entraînement, ce côté-là, on se met entre guillemets en protection, hein. Et à la fois, c'est une super valeur, mais à la fois, c'est une valeur qu'il est capable de faire à l'entraînement. Parce que là, bon, il avait 200 bornes dans les pattes. Mais encore une fois, c'est l'adversité qui te pousse à aller chercher loin. Ouais, et puis je pense, c'est exactement pareil quand tu fais tes tests à l'entraînement, quand tu dis au mec va me faire un 4 ou 5 minutes. Quand le mec, s'il est pas bête aujourd'hui, il va sur sa plateforme, il regarde son dernier record, il attaque la bosse. Lui, il va te dire qu'il a pas regardé, mais ça tombe sur son compteur, il va se dire, attends, en fait, j'étais à 430, je me recale sur 430, et puis si à la fin je peux, j'accélère. Tu vois, est-ce qu'au final, il est à bloc? Sauf si tu seras à côté, tu le verrais, tu te dirais, mais encore, Ouais. tu vois, tu pourrais être à côté et le voir, il peut faire les stigmates du mec à bloc, et puis, Bah, juste améliorer, tu vois, améliorer de 5 watts, tu vas dire, ok, il a amélioré, mais est-ce qu'il aurait pu faire plus? Ou est-ce qu'il n'a pas été dans la gestion? moi, Ouais, je faisais c'est, exactement ça, hein. Moi, tu me faisais partir pour un test de 20 minutes ou 5 minutes, je regardais mon record, je partais sur les bases de mon record. Soit tu étais bien, et donc comme tu l'as dit, tu accélérais un peu à la fin, tu le battais de quelques watts. et tu dis, ouais, Soit c'est tu n'étais pas bien. bien et tu t'écroulais. Mais au moins, à la fin, voilà. Et pareil, les moments où je me sentais bien, bah, le PPR, maintenant, il t'analyse, je vois sur Nolio, il t'analyse tout, quasiment Mm. seconde par seconde. Ouais, ouais. Le report 1 seconde, 2 secondes, 30 secondes. Il y a des records que tu fais jamais en course. C'est rare en course de te dire, allez, je fais 2 minutes à fond. Ouais, À moins d'avoir une arrivée en boss, soit tu es obligé de gérer parce qu'après, il va falloir basculer. Alors, il y a des records qui sont presque faciles à faire, quoi. ouais, Tu vois, ouais. si je fais un 2 minutes, tu sais que tu l'as quasiment jamais fait. Donc, tu vas le faire. Et moi, il y a des records comme ça, tu vois, ou 12 minutes. Il y a des records 12 minutes, par exemple. Tu te dis, c'est soit tu fais 10, soit tu fais 15 à Ouais, l'entraînement. mais oui, c'est clair, c'est Donc, clair. aller taper le 12, c'est possible. Et donc, moi, je sais que des fois, j'aimais bien faire ça quand j'étais en forme. Je me disais, tiens, ce record-là, je vais me le faire et tout. Eh bah oui, c'est en fonction, tu sais que un grimpeur, tout ce qui est duré entre 5 et 20 minutes, il va être battu en course parce que voilà, s'il arrive en col, il risque de les battre. Un sprinter, tout ce qui est durée courte, un puncher, mais en fait, admettons, ton sprinter, à son 20 minutes, ouais, pour qu'il le batte. Mais c'est ça. Soit c'est parce que la fin de course, et encore, soit il se retrouve en échappée et qu'ils sont à 5 ou 6 et ils gagnent au sprint derrière et ça va le faire battre son record. Mais sinon, le mec, on est dans un fauteuil jusqu'aux 400 mètres, ok, il faut qu'il ait de la caisse parce qu'il y a des variations d'allure avant, mais sinon, Nous, il les va... meilleurs sprints, les meilleurs Pmax, c'était en stage en février, en janvier-février. On mettait les mecs derrière le scoot, donc bonne cadence parce que naturellement, tu es ouais, sur le scoot, lancer. tu es à 100 RPM, tu es lancé à vive allure, bonne condition climatique, le scoot qui t'ouvre la route, tu gicles, tu prends l'aspiration, donc tu montes tout de suite en cadence, Pmax. Record à chaque fois. En course, c'est un petit peu moins vrai parce que bah C'est la voilà, loterie, hein. ils T'as le sont à 60 à placement. l'heure, donc aller chercher la Pmax à 60, c'est un peu plus compliqué. Ça va plutôt être des records, peut-être parfois sur la durée, tu vois. Mais les Pmax, nous, tu voulais les faire, tu savais que c'était en janvier-février. Le mec, il est frais, le système neuromusculaire nickel, les Ouais, et conditions. puis il est en mode stage, il est là, il sait qu'il y a les entraîneurs, donc il veut Ouais, montrer qu'il a les watts, donc c'est sûr. Et en course, tu vois, il y avait la publi de Maxime Robin, je sais pas si tu l'as lu. ouais, ouais. Sur l'incidence, en fait, c'est pas la Pmax, mais l'incidence des minutes avant le sprint. Tu te rends compte que bah, si le mec il va taper plusieurs fois PMA avec des différentes relances, tu vois. Et moi j'avais eu le cas avec Vincent Pasto, tu vois, qui était à Nogent, qui avait été en équipe de France B, donc c'était Grand Prix d'Iceberg, tu vois. Voilà, course chez les pros. Boigny gagne. Moi je demande à Théo
ouais, je dis, attends, je dis, moi, Vincent, il a fait des bonnes valeurs et tout. Et en fait, il m'envoie un aperçu de sa courbe. Bouhanni, il est emmené dans un fauteuil, il fait son sprint. Et Vincent, en fait, dans les 2 ou 3 derniers kilomètres, tu vois, il me dit, bah ouais, en fait, je suis remonté 2, 3 fois pour me replacer. En fait, il dit, quand j'ai lancé mon sprint, bah, je me suis mis debout, je me suis rassis parce que bah, ça faisait déjà 2 minutes, entre guillemets, que je commençais à être pendu. Ouais. Et au final, il a limite sorti un peu de moins de watts que Bouhanni. Donc, tu te dis, côte à côte, il aurait peut-être toujours été battu, mais bah, entre un qui fait premier et l'autre qui fait, je crois, 12 ou 13 ou un truc comme ça, tu te dis, bah ouais, il n'y a pas tant de watts que ça, mais c'est tous les efforts en amont. Bah, pour bien connaître Nasser, Nasser faisait moins de watts au sprint en course qu'à l'entraînement, hein. Ouais, tu Tellement vois. il était bien emmené, bien machin. Quand il déboîtait, bah, il était tellement sur de la survitesse que finalement, il ne pouvait pas aller atteindre son Pmax. Il était capable de te faire, de mémoire, c'était 1550 pour son poids qui était de 60 et 66 Ouais. kg, donc c'était des très bonnes valeurs en stage. Et en course, il gagnait avec 1350, 1400 watts, hein. Ouais, tu te dis, putain, tu te dis, mais t'es Et à pas. l'inverse, j'avais Pierre Barbier. Pierre Barbier, il te fait 1700 watts à l'entraînement, il bat ses records, tu dis, mais là, tu vas les broyer. Et en course, bah pareil, vu qu'il est lancé, qu'il a fait de la PMA avant pour se replacer, machin, il te sort, j'allais dire mais il te sort 1500, 1450 watts. Et il gagne pas. Exactement ce que tu as dit, parce que moins bon placement, parce qu'il a fait des efforts un peu avant pour remonter, parce qu'il y a eu un virage. Alors que si tu mettais tout le monde côte-côte, je vais pas dire qu'il gagnait, mais Ouais, mais oui, tu les mets en mode dragster, tu dis, allez, voilà, tout le monde lancé pareil, chacun dans son couloir, comme un 200 mètres ou un 100 mètres en course à pied, là où ça serait plus le Pmax brut qui parlerait, là, tu verrais des diffs. Alors que là, aujourd'hui, entre le mec, le poisson pilote qui te fait un job parfait, qui te dépose comme il faut, et toi, derrière, t'as plus qu'à, entre guillemets, prolonger l'effort, et celui qui est cinquième, qui doit remonter les 3 gars devant pour aller, tu vois, tu te dis, si tu regardes l'effort, bah, celui qui est troisième, il a fait un plus gros effort que, mais c'est pas celui qui gagne. c'est ça. Et à l'inverse, tu as des coureurs qui vont être. Là, je prends l'exemple d'Anthony, mon frère. Il n'a pas une super Pmax pour son poids. Mais par contre, vu qu'il a du super maintien et à PMA et tout ça, si le sprint est dur, bah, tu vois, il va être capable d'aller te faire déplacer au sprint. Alors qu'à l'inverse, en Pmax, si tu mettais tout le monde côte à côte, Ouais, il serait pas, mais comme il se place bien, il résiste plus aux efforts d'avant. c'est ça. Les efforts d'avant qui sont durs pour les sprinteurs, pour lui, sont finalement moins durs. Et donc, quand il faut lancer, bah, lui, au contraire, il perd très peu de watts par rapport à ce qu'il fait à l'entraînement et en course. Donc, il fait toujours ses 1300 watts. Donc, pour son poids qui n'est pas extraordinaire. Mais vu que les autres vont perdre, et bah, lui, son 1300 watts, ça va lui permettre de faire une super place, quoi. Ou de suivre le super sprinter et d'aller chercher une super place et voir de gagner, quoi. Bon, du coup, ça me permet de rebondir sur ma dernière question. Tu vois, c'est clairement ce qu'on en tient de parler, c'est le PPR, on va dire, avec la fatigue. Est-ce que toi, tu le regardes ou pas du tout? Ah, comment dire, c'est que j'en tiens compte si tu veux. Alors, j'ai pas à proprement parlé un vrai PPR fatigue, toi. Je me dis pas après tant de kilojoules ou après tant d'heures, il a fait telle performance. Est-ce qu'il fera pareil? Mais j'en tiens compte dans mon analyse, quoi, tu vois. Ouais, moi, tu vois, je commence à le regarder, tu vois, pour clairement Jordan. C'est Ouais, clairement le cas, en fait, chez les pros. Ce qu'on veut, c'est, entre guillemets, je m'en fous qu'il fasse un super 5 minutes ou un super 20 minutes en stage au bout d'une demi-heure de vélo. c'est ça. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que son 5 minutes, il soit Mais quasi aussi bon en fin de course que s'il était frais. du coup, tu as ton PPR, on va dire absolu, et Ouais. tu as tracé un PPR. Ouais, bah, avec WKO, en fait, j'ai une charte Ouais. qui me fait, au bout de Oui, 1500 kJ, 2000, c'est 3000, ça. 4000 Ouais, ouais. kJ. Et en fait, ça, c'est simplifié où, en fait, tu regardes les valeurs, bah, tu vois, tu mets direct et tu regardes, t'as les différences, t'as tel pourcentage, parce que le refaire sur Excel, recalculer, c'est un Ouais, peu la ouais. galère, tu vois. Sur Mais c'est marrant parce WKO, que j'ai ça. WKO, tu vois, bah, avant que l'équipe s'arrête, là, j'avais fait une liste de quelques applications que je voulais que le pôle entraînement ait accès. Et il en faisait partie, ouais. Moi, tu vois, j'ai Nolio et WKO. Ou Golden Cheetah, tu vois, tu pourrais le faire aussi, mais Golden Oui. Cheetah, je trouve que c'est un peu plus, faut mettre facilement les mains dans le cambouis et Ouais, voilà. WKO, apparemment, c'est une grosse usine à gaz, mais Alors en fait, c'est un super outil, mais tu as des métriques dans tous les sens. Et le problème, c'est que c'est Training Peaks, et quand tu vois, ils te donnent la définition entre guillemets de la métrique, mais pas de manière comment c'est calculé. C'est un petit peu, là ils utilisent eux la MFTP. C'est une puissance critique modélisée en fait. Ils appellent ouais, ça la FTP modélisée. Ils prennent plus, tu vois, si je fais test puissance critique avec 2 valeurs et je calcule la puissance critique et j'inclus ces fichiers dans WKO, j'ai ma puissance critique calculée par les tests et ma MFTP qui est identique. d'accord. Et pourtant, tu vois, eux, ils disent MFTP, mais ils te disent pas clairement comment les calculer. Ouais, Donc, voilà, c'est un peu usine à gaz, t'as des valeurs, des métriques dans tous les sens et tout. Mais j'utilise, tu vois, pour ce côté-là, en fait, j'insère tous les fichiers, et en fait, t'as ton PPR qui est fait 2022-2023. Tu peux dire, bah, tiens, je veux voir entre 1000 kJ, 3000 kJ. Tu vois, bah, tiens, le but, c'est, ok, bah, comment je fais maintenant des séances pour amener de la fatigue, pour faire des exercices à partir de tant de kilojoules, tu vois, pour que, c'est ça.
Du coup, bah, c'est bien, tu vas rouler avant, tu fais du tempo, tu vois, t'inclus de la fatigue pour calculer les kilojoules, et ensuite, bah, on met seulement en place les exos. Bah, tu vois, ça fait partir d'une évolution que je veux mettre en place pour moi, mon modèle d'entraînement, c'est d'utiliser Ouais, ce genre de choses. Parce que je le fais de manière, on va dire peut-être un peu, empirique. voilà, je veux dire aux gars de forcément de faire des efforts en fin d'entraînement en ayant fait ça avant, des exos avant, mais je peux pas objectiver le fait qu'il ait tant de kilojoules quand il va commencer. Alors que pour en avoir parlé avec certains coureurs qui préparent des courses comme la flèche, il y a Ouais. l'effort qui va. Et ça serait complètement pertinent, là, tu vois, de te Bah, eux, dire. tu vois, j'en avais parlé, je crois que c'était avec Cosnefroy et Jean-Baptiste Kiclay. Ils bossaient un peu comme ça. C'était, tu me fais une sortie avec tant de kilojoules avant de faire des efforts. Ouais. Et pour une épreuve comme la flèche, moi, dans ma tête, j'avais dit, mais ils ont entièrement raison. Bah Moi, oui, je l'aurais fait de manière, comme tu as dit, empirique, où j'aurais analysé le parcours. Tiens, il a fait 200 bornes, tant machin. Donc, j'aurais dit au gars de simuler une course, machin et tout. ouais, et tu vois, il y a plusieurs publics qui l'ont montré aujourd'hui que les top niveaux, ils ont une très faible perdition entre les efforts Exactement. frais et les efforts fatigue. Et tu vois, tu te dis, bah ouais, c'est complètement logique. Tu regardes sur le tour, toutes les montées finales sont des courses de côte. Mm. Donc celui qui est un petit peu économe et tu mets tout bout à bout, celui qui travaille sur la fatigue, qui optimise son PPR, celui qui a une bonne nutrition, on parle des cétones, etc. Tu vois, mais 100 grammes de glucides par heure, bien préparé, ben en fait entre celui qui est un petit peu limite, qui a pas pris tous ses glucides, donc un peu de carburant en moins, un PPR un peu plus limité avec de la fatigue, en fait il va dire bah tiens c'est bizarre, ça a roulé qu'à 380 watts que je tiens habituellement, mais ouais j'ai sauté. Mm. Mais oui Non, mais c'est le bout à bout. et ce que j'utilise beaucoup, moi, et qui se rapproche de ça, c'est que j'utilise beaucoup la répartition par zone. Par exemple, je sais pas, le gars, il va préparer la Polynormande. Moi, je vais prendre le fichier de la Polynormande 2022. Je vais regarder ce que ça a représenté pour Franck Bonamour quand il l'a gagné. Ouais. Je vais me dire, tiens, il a passé tant de temps à PMA, tant de temps à SV2, tant de temps. Et donc, si le gars, je veux le préparer pour la Polynormande, bah, je vais me servir de ça. Et là, tu te rends compte qu'il y a des chiffres, mais qui sont ouf. Ouais bah oui. Un Tour des Flandres, c'était 45 minutes à 50 minutes à PMA, quoi, tu vois. Ouais, donc des séances comme ça. Va sortir une séance où tu vas dire au mec, tu me fais 50 minutes à PMA, il va te dire non, mais j'ai jamais vu ça dans aucun bouquin, tu vois. Et pourtant, tu dis bah ouais, mais pourtant, le jour de la course, Tu l'as fait. tu l'as fait. Tu l'as fait. Ouais, Donc, si tu veux progresser et quand il t'en a manqué un peu, bah, peut-être en remettre, il va falloir que tu repasses par là. Et tu vas te rendre compte qu'en plus, au Tour des Flandres, ils sont sur des cadences basses dans l'école. Donc, il va falloir que tu me sortes de la PMA avec de la cadence basse. ouais, Donc, ouais. en fait, là, tu vas mettre en place des séances hyper spécifiques, et moi, c'est ce que j'adore faire, où le gars, en plus, il va bosser en ayant conscience que ça va être la réalité du terrain. Cyril Barth, il a fait des séances dans des cols, mais c'était du une minute, PMA, récup, PMA, récup. Il a fait tout le col comme ça. Puis à la fin, il avait un volume de PMA monstrueux, à cadence basse. Il a fini la séance, il m'a dit, ouais, c'était dur, mais comment j'ai kiffé Jimmy, parce que bah, à chaque coup de pédale, je m'imaginais autour des Flandres, quoi. Ouais, bah oui, c'est Imaginait ouais, dans le truc parce qu'il ouais. savait qu'autour des Flandres, alors je la mets pas tout le temps hein, parce que c'est hyper fatigant, mais il savait qu'il aurait des séances à passer pour être performant. Ouais, non, c'est individualisation en fonction de chacun, en fonction des objectifs et Et c'est pour ça que de travailler avec de la pré-fatigue, PPR fatigue, c'est hyper important. Et il va falloir que je m'y mette un peu plus sérieusement. ouais, bah je te filerai les charts si tu veux sur Ouais, ça ouais, marche. WKO, ça va, je crois c'est 200 balles un truc comme ça. Ouais, oui, j'avais regardé. C'est C'est en pas gros excessif. c'est pas trop cher, c'est la licence et puis voilà. Puis ce Si que ça peut, le t'as- bénéfice que ça peut rapporter, c'est un t'es moyen. sur Nolio ou t'es sur Training Peaks? Du coup, j'utilise un peu tout maintenant avec mes différents athlètes. Ouais, mais donc du coup, tu vois tous les Training Peaks, tu vas sur WKO, tu prends leur identifiant mot de passe et Training Peaks récupère la sortie tous les jours. Ah ouais, ouais, ça on m'avait dit. WKO, ouais. Donc du coup, tu as le côté où tu lances WKO tous les jours, toutes tes sorties de la veille des mecs, c'est récupéré instantanément. Hmm, Moi sur Nolio, il faut que j'exporte, tu le vois, fichier. le fichier ou sur la période sur 3-4 jours quand j'ai pas fait instantanément et après j'importe à chaque fois, tu vois. Bah là, les trois trucs que j'utilise, c'est Nolio, Training Peaks et Intervalle. Ouais, non, moi j'ai tout le monde sur Nolio, j'ai cette chance-là. Ouais. de- Bah, Intervalle, c'est bien pour les jeunes, toi, qui veulent pas mettre C'est encore de gratuit, ouais, budget, c'est voilà. gratuit. Franchement, ça fait bien le taf. Pour l'entraîneur, pour avoir un suivi et tout, ça commence à sensibiliser le jeune à avoir un suivi de l'entraînement. Il télécharge son fichier sur Strava, ça se met Ouais, automatiquement. ouais. Toi, tu lui fais un petit retour, ça te fait un petit chat. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière avant de lui dire, bah attends, on va peut-être aller sur quelque chose, voilà, de plus poussé pour pouvoir associer ça à d'autres comptes. Donc, franchement, j'aime bien pour les jeunes. Non, après, de toute façon, toutes les plateformes, elles ont des avantages et des inconvénients, hein. Ouais. Tu vois, Training Peaks, bah, c'est un petit peu cher, hein. Quand tu regardes pour l'athlète, s'il veut un truc premium, bah, faut qu'il paye. Toi, si tu prends ton compte Training Peaks Coach,
je crois que c'est pareil, c'est C'est payant. cher, ouais. Nolio, l'avantage, tu as peut-être un peu moins de choses que Training Peaks, mais d'un côté, c'est français, ça coûte un peu moins cher, ça évolue. Tu vois, c'est aux prémices. Hein. Quand tu regardes Training Peaks, ça fait des années. Nolio, ça fait que quelques années. Interval, c'est vachement bien. Par contre, eux, ils évoluent. Par contre, aujourd'hui, c'est gratuit. C'est pas impossible que dans 2 ans, ils basculent tout en payant et tu vas dire, bah attends, mais moi, j'ai toutes mes habitudes là-dessus. Si je paye pas, ou ça tombe comme c'est un truc gratuit, c'est pas impossible que l'année prochaine, le mec qui dit, bah moi, j'ai plus le temps parce que ça tombe, je ferme. Mais voilà, tout, tu vois, c'est des avantages et des inconvénients. Et l'idée, c'est ça, c'est que tu bosses avec un outil, de prendre des habitudes. Ouais. Et puis voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a pas mal discuté sur l'entraînement. Ouais. C'est vrai. Donc, si tu as un dernier petit truc à dire ou si tu as des lectures ou quelque chose comme ça qui peuvent intéresser les auditeurs. Sur le sport. Sur le sport, sur l'entraînement, voilà, des choses des choses qui peuvent t'amener sur des réflexions et puis on clôturera ensuite. Non, bah, pour moi, l'important dans l'entraînement, c'est ce que je le dis, mais je vais le répéter, c'est la communication et d'être curieux, quoi. De voir ce qui se passe dans d'autres sports. Donc, ne pas hésiter à aller voir des modèles d'entraînement de course à pied, de natation, parce on se rend compte qu'il y a des choses qui sont faites dans ces sports qui sont intéressantes et que finalement, en vélo, on se met des barrières parce qu'il y a le modèle empirique qui nous a dit, voilà, si tu fais un effort de tant de temps, il faut récupérer tant de temps. Et finalement, ça n'a pas de... Sur le plan physio, c'est pas totalement vrai. En natation, ils sont capables de se faire des longueurs avec des récup très courtes et ils repartent. Donc, si les nageurs sont capables de le faire, le cycliste est capable de le faire aussi. Donc, voilà, essayer d'être curieux pour être un meilleur entraîneur et après pouvoir avoir de meilleurs athlètes parce que tu les entraîneras mieux. Donc, Mais c'est clair. voilà. C'est clair. Donc là, tu vois, on a parlé de WKO. Je me pose la question depuis quelques semaines, quelques mois même. Je pense qu'il va falloir que je passe le pas parce que finalement, tu es plus pertinent dans tes analyses. Une fois que tu as compris comment ça marchait, tu es un peu plus efficace aussi en temps, c'est moins chronophage. Et donc après, tu fais des meilleurs retours à l'athlète et tu peux l'entraîner de meilleure manière. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi et tu vois, je conclurai en disant ce que je te dis là, ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça tombe, c'est vrai aujourd'hui. Et dans 6 mois, on peut avoir la discussion et dire attends, mais moi WKO, bah il y a un nouveau logiciel qui est sorti, mais attends, c'est encore mieux. C'est ça. Faut évoluer et faut pas être, tu vois, c'est quand on parlait, il y a encore les débats. Faut-il enlever les capteurs de puissance? Bah ouais, mais aujourd'hui, ton iPhone, tu te dis pas, bah tiens, je l'enlève, je le prends plus, je reprends un ancien téléphone. Tu achètes ta voiture, tu as le GPS intégré, le Bluetooth. Il y a 15 ans, on me disait, oh mais le GPS, j'en veux pas. Aujourd'hui, toutes les voitures, et c'est comme ça, on vit avec. Du coup, le capteur de puissance, c'est un outil qui nous aide. C'est ce que ça empêchera pas le coureur de gagner une course. Si son capteur arrête en course, il fera les mêmes efforts. Ouais. Et, les oreillettes, c'est pareil, il y a les débats. Super Sapiens, c'est pareil. Tu vois, au final, en tant qu'entraîneur, on a tellement d'outils. Le but, c'est pas le but, c'est surtout l'interprétation qu'on en fait. Ouais, bah, moi, on m'avait contacté justement pour savoir ce que je pensais des capteurs de glycémie. Et j'avais dit que moi, ça me choquerait pas que ça soit autorisé ou que ça soit interdit. Les deux me choquent pas en fait. Non, c'est un Envie de outil. limiter la part de technologie dans le sport. Je le comprends pour qu'il y ait un aspect un peu plus, voilà, un peu plus, j'allais dire naturel, mais un peu plus dynamique. Il n'y a pas les oreillettes, donc pour prendre les infos, machin. Je peux comprendre toutes Mais les mecs, ils les auront, on trouvera des autres solutions pour donner les infos. Donc, C'est ça. Bah maintenant, quand tu vois tous les gadgets qui existent, bah oui. les montres connectées, les compteurs connectés, Bah oui, ils te mettront des compteurs avec une carte SIM, mais ils vont faire un truc et puis tu recevras des textos. Le mec, il va avoir un truc qui s'affiche. Attention, changement de direction dans 3 km. donc, Pas besoin de l'oreillette, hein, il aura l'info. Hein. donc voilà, je pense qu'il y a, comme tu dis, il faut vivre des fois avec son temps. Et c'est juste que tout le monde doit s'adapter à ça. Et donc là, pour l'instant, le capteur de glycémie est interdit. Mais s'il est autorisé, pour moi, Moi, ça me choque pas non plus. Tu vois, j'ai pas eu d'athlètes qui en ont. Mais comme je l'ai dit, tu vois, il y en a un qui m'a dit, est-ce que si j'en achète? J'ai dit, je veux bien que tu achètes. Par contre, ne me demande pas de te faire un compte rendu au bout d'une semaine. ah bah, J'ai moi, je vais découvrir aussi comme toi les datas. Je peux pas te permettre de tirer de conclusion. Il y a un certain temps. Aujourd'hui, le capteur de puissance, tu vois, j'ai 29 ans, mon premier capteur a 18 ans. Des données de puissance, j'en ai vu depuis des années. Je sais de quoi je parle et je sais l'interpréter. Tu mets un nouveau truc, tu vois, la lactatémie, bah, je me suis remis en question, j'ai fait des tests, etc. Ok, maintenant je sais quoi en faire. Mais au début, je t'aurais dit, attends, je fais quelques tests avant pour être sûr de ce que je vais faire. Tu vois, et c'est. bah, toi, j'ai eu la chance de parler avec Quentin Valogne et c'est pareil, il m'a dit, mais attends, faut avoir de la data hein, pour commencer à Ouais, tu peux pas tirer de conclusion. Exactement. Donc, donc c'est pour ça, ça demande. C'est sûr que le capteur de puissance, ça va être la gestion de ton effort, et on va dire que la capteur de glycémie, la gestion de ton énergie. Donc, quand tu commences à avoir les deux, c'est vrai que
si tu as bien compris comment fonctionnaient les deux, tu Bah, réduis vachement le tu, nombre le d'erreurs. ser- ouais, tu réduis le serrage moteur en fin de course. Exactement. Donc, on aura peut-être plus, surtout dans les grosses équipes, un Pogacar qui fait à moitié un coup de chaud ou une fringale dans la dernière montée. On l'aura peut-être un peu moins. Mais ça demandera beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Donc, ouais, Ouais, tout évolue. c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, peut-être pas demain, mais dans un an, on va te dire, bah tiens, aujourd'hui, bah, le LT2, c'est pas ça. Il faudrait faire tel truc. Et ça te remet en question. C'est toujours de se remettre en question. Est-ce que tu as appris? Bah moi, c'est ce que je dis, hein, ce que j'ai appris en master, mais il y a des choses que j'utilise encore, et d'autres choses où tu vois, bah, le modèle, comme on disait tout à l'heure, le modèle PMA, on l'utilise moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Mais il y a plein de trucs, hein. Tu sais, moi, j'étais arrivé, je crois que c'était en première année de licence. Tu sais, on m'avait dit la fameuse phrase, ouais, les enfants, ils font pas d'acide lactique, on peut leur, Ouais, ça sert à ouais. rien de le travailler. Ou le lactate, c'est ce qui te fait mal aux jambes, tu vois, c'est la Ouais. phrase. Aujourd'hui, quand les mecs ils te disent ah mais j'ai trop de lactate dans les jambes ou l'acide lactique, déjà ça existe pas l'acide Oui, voilà, lactique. ça n'existait Tu pas. vois, et tu te dis il y a des choses où même là, la nutrition, avant c'était 50 grammes par heure maximum. Exactement. Et là aujourd'hui, Exactement, t'entends, pour faire changer ces mentalités-là, ça fait des années c'est qu'on dit ça. ça, bah, c'est compliqué. Mais voilà, Toi, tu vas c'est donner notre travail. c'est ça, tu vas donner des exos, on va te dire, mais ça sert à rien, cet âge-là. Ouais, ok, bon, bah, ça Ouais. sert à rien. Ah oui, non, Tu vas c'est donner, ouais, surtout, les gars, vous mangez bien tout. Mais non, c'est trop. Ah non, ouais. ouais. Le côté affûtage en France, c'est un truc de fou. Le mot affûtage. Bah, affûtage. En fait, Affûtage veut dire voir les veines. ouais, puis, exactement. Et manger une salade. Ouais, C'est c'est ça. je job, il mange une salade avec deux tomates. Ton objectif, là, c'est dans 10 jours, on va faire une période d'affûtage. Le mec, il te dit, ah bon, je vais plus rien manger. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, moi tu vois, j'ai plus affûtage parce que affûtage, ah bah ouais, c'est ah mais je vois Ouais, pas, je suis pas affûté, je vois pas mes veines. Ah mais non, attends, c'est pas ça la décharge. Hein, c'est ouais. ouais, mais moi on m'a dit que j'étais pas affûté, il faudrait que je perde du poids. Ah ouais, mais attends, tu tapes tous tes records. Si Non, tu ouais, perds du poids, tu vois, c'est les encore une on fois, c'est de la dit. communication, hein, Ouais, c'est clair, à l'athlète et tout. c'est clair. Bon bah je te remercie pour le podcast, pour ton intervention, c'était top. Ça marche. Merci à tout le monde. Merci à Allez, toi. à une prochaine. Allez, à plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver Cyclisme Performance sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur notre site internet cyclisme-performance.com.